Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de The Last of Us et plus particulièrement de tout ce que cette saga représente. Évidemment là il s'agira des deux opus, The Last of Us 1 et 2, de leurs forces, de leurs faiblesses et de ce que cet univers a laissé comme empreinte dans le monde du jeu vidéo. Donc là il s'agira effectivement d'une rétrospective et cette vidéo va me permettre de revenir sur le premier opus, donc un jeu qui a redéfini, on va dire, la narration dans les jeux vidéo et qui pose une question qui continue de diviser les fans. Est-ce que Joël avait raison? Donc on va parler de tout ça, je vais donner mon avis sur le jeu, je vais peut-être parler un peu de gameplay quand même, c'est tout de même un jeu vidéo. On va parler donc, comme je viens de le dire, on va également tacler un peu cette sempiternelle question de quid de la fin de The Last of Us 1, est-ce que Joël avait raison ou pas? Bref, on va parler de tous les thèmes majeurs du jeu, discuter de cette fin si controversée et explorer également quelques secrets cachés qui enrichissent l'univers de The Last of Us. Et ensuite, après ça, eh bien, on passera enfin au second opus. Évidemment, un jeu qui, que l'on aime ou que l'on déteste, a provoqué des débats passionnés. Et donc, je vais analyser les incohérences et les choix discutables de l'intrigue, puisque, comme vous le savez, je suis le mec le plus aigri du YouTube game français. J'ai une ceinture à défendre, je la défendrai avec beaucoup de passion dans cette vidéo, donc je vais surtout critiquer The Last of Us 2, mais je vais quand même aussi, voilà, dans un souci d'impartialité, mettre en lumière ce que j'ai réellement aimé dans cette suite des plus ambitieuses. Parce que oui, même si elle n'est pas parfaite, cette suite a des aspects que je trouve franchement réussis, on va en parler. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on fera un petit classement des personnages les plus forts de l'univers de The Last of Us, voilà. Qui est le plus fort, qui est le plus badass, qui est le meilleur survivant, qui pourrait survivre dans ce monde impitoyable sans l'aide de personne. Donc voilà, vous allez voir, évidemment, il y aura quelques surprises. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, The Last of Us, évidemment, bon, c'est un des jeux dont j'ai le plus parlé sur cette chaîne, c'est un jeu d'action-aventure post-apocalyptique, à la troisième personne, développé par Naughty Dog, et surtout, voilà, on va dire, écrit par l'inénarrable et l'indécrottable Neil Druckmann, voilà, un personnage que je ne respecte pas particulièrement. Quoi qu'il en soit, The Last of Us 1 est un chef-d'œuvre, même le 2, d'une certaine manière, même si j'ai quand même passé pas mal de temps et pas mal de vidéos à cracher dessus, d'ailleurs je vous aiguillerai vers ces vidéos-là, mais bref. Quoi qu'il en soit, le joueur suit Joel et Ellie, qui essaient de survivre dans un monde ravagé par une infection fongique qui transforme les humains en créatures extrêmement agressives. Une espèce de zombies champignonnés, si je puis me permettre, voilà, de zombies parasités, voilà. Avec le El Famoso Cordyceps. Donc le jeu combine exploration, combat et résolution de puzzles. Des résolutions de puzzles qui sont pas terribles, hein. Le délire avec l'espèce de cagette là qu'on doit utiliser pour faire passer Ellie d'un point d'eau à l'autre. Bon bref. C'était ni fait ni à faire. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un super jeu avec une forte emphase sur la narration et le développement des personnages. Voilà. Et pourquoi c'est bien? Parce que, l'écriture, les personnages super développés et son gameplay extrêmement immersif. Bon, le gameplay, à la limite, bon, on peut mettre ça de côté. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que le gameplay de The Last of Us c'est pas terrible. Encore une fois, pour moi, c'est une honte de dire ça. C'est-à-dire quoi, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, ces mecs-là, c'est quoi? Ils te disent, tous les TPS qui ont un gameplay moins bon que Metal Gear Solid 5, c'est de la merde. Le problème, c'est qu'en fait, depuis 2015, il n'y a jamais eu un TPS avec un gameplay aussi bon que Metal Gear Solid V. Donc il y a un problème en fait. Si tu vas critiquer un jeu à l'aune d'un seul autre jeu, c'est pas normal. Les mecs qui disent que The Last of Us a un gameplay un peu suranné. Mais suranné par rapport à quel jeu en fait? C'est ça, juste expliquez-moi. Le gameplay de The Last of Us serait vieillot, ok, pas de souci, mais vieillot par rapport à quoi? Par rapport à MGSV, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre jeu auquel on pourrait le comparer? On pourrait dire, ouais, voilà. En termes de TPS, il y a quoi de meilleur que The Last of Us? Je dis pas qu'il y en a pas, mais voilà. On va me parler de quoi? De Vanquish? Ok, Vanquish, d'accord. Allez, ça fait 2 jeux. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. Bref. Je voulais pas parler de gameplay. Pourquoi The Last of Us c'est trop bien? Chacun sa vision des choses, mais pour moi, c'est le développement de personnage de Joel. C'est sa descente aux enfers. C'est l'histoire d'un type qui a tout perdu il y a 20 ans et qui veut absolument pas tout reperdre. Et parce que, attention spoil, il a perdu sa fille au tout début du jeu il y a 20 ans, et 20 ans plus tard, il fait la rencontre de Ellie. Au début, il veut pas en entendre parler, mais voilà, bon an, mal an, il se met à considérer Ellie un peu comme sa fille adoptive, et à un moment donné, on lui dit, écoute, on peut sauver le monde, mais on va encore une fois tuer ta fille. Joël, il dit, allez vous faire enculer. Voilà, comme dirait le directeur de publication d'un certain humoriste, allez tout vous faire enculer. Voilà, il a dit, je m'en bats les couilles. Le monde m'a pris ma fille, et ben je vais prendre au monde tout ce qui lui reste également, voilà. Pour moi, le concept en lui-même est magnifique, superbement bien écrit, voilà, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce jeu, le fait qu'il soit sans pitié.
C'est un jeu qui est sans pitié et qui va au bout des choses. Je sais pas. Je trouve que la fin de The Last of Us est l'une des meilleures fins, toutes fictions confondues. C'est l'une des fins les plus couillues et l'une des fins qui fait le plus réfléchir. Pour moi, à l'aune des grandes fins de films, telles que la fin de The Thing, par exemple. Voilà, je trouve que c'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Et même The Last of Us 2, avec le recul, je trouve, malgré les innombrables défauts du scénario de The Last of Us 2, est en fait bien meilleur que la plupart des scénarios des fans qui n'ont pas aimé The Last of Us 2. Parce qu'il faut savoir que quand The Last of Us 2 est sorti, il y a pas mal de fans qui se sont un peu piqués d'écriture et qui ont sorti des vidéos en mode... Je corrige The Last of Us 2 et j'écris le vrai scénario de The Last of Us 2 s'il avait été écrit par un mec compétent. Parce que je suis le premier à cracher sur la gueule de Neil Druckmann. Sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la plupart des scénarios qui ont été écrits par les fans pour dire « Ouais, attention, moi je vais écrire mieux que Neil Druckmann », en fait, tous ces mecs-là, en tout cas, tous les scénarios que j'ai lus, sont encore 3 fois plus flingués que The Last of Us 2. Dans le sens où... C'était tellement cliché, genre le délire, ouais, la rédemption de Joël, finalement Ellie à la fin, elle pardonne à Joël, et ils vécurent heureux tous ensemble, c'est trop bien. Ou à la fin, encore pire, Joël qui se sacrifie pour Ellie, à la fin il dit, ouais, c'est bon, je te pardonne, tu sais. Genre des scénarios que tu pouvais trouver dans les années 90 avec Armageddon, quoi. Tu vois. Enfin bref, je m'égare, on va s'arrêter là, mais juste pour vous dire que The Last of Us, c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus marqué, tout jeu vidéo confondu, voilà, tout simplement. Bon, en général, on m'accuse d'être, d'être un rebelle, hein, d'être un mec qui fait exprès d'aller à l'encontre de la vie de tout le monde et de faire le mec genre, ouais, mais moi, je suis pas comme les autres. Bien souvent, en général, quand je critique Naruto ou DBZ, on m'attrape avec ça. Je dis pas que c'est forcément faux, mais en tout cas, en ce qui concerne The Last of Us, je pense pas qu'on pourra m'accuser de ça. Parce que bon, The Last of Us, c'est quand même acclamé de tous, et j'en suis un très grand fan. Donc là-dessus, je suis pas forcément un contradicteur. Parce que, effectivement, pour moi, The Last of Us, c'est vraiment une claque narrative avant tout. Bon, en ce qui me concerne, ce qui fait que j'aime beaucoup The Last of Us, je pense que pour ceux qui me connaissent un peu et qui connaissent un peu ma chaîne, vous le savez, c'est évidemment le développement de personnage de Joël. Sa descente aux enfers. Le fait qu'effectivement Joël refuse de perdre encore une fois une fille, évidemment là il est question cette fois de sa fille adoptive, hein, Ellie, et donc en refusant de la perdre, eh bien il condamne le monde. Je trouve que ce concept est vraiment superbe. C'est un voyage sombre et poignant qui dépeint la lutte pour la survie dans un monde post-apocalyptique. Et voilà, on nous met dans les bottes d'un mec brutal, impitoyable, et je trouve ça incroyablement immersif. Moi, ça m'a fait quelque chose de vivre l'aventure de Joël, et pour vous dire la vérité, la première fois que j'ai terminé The Last of Us, je crois que je l'ai terminé ensuite 2 fois de suite. Voilà, évidemment avec des niveaux de difficulté supérieurs, mais voilà, franchement moi ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Joël fait partie de mes personnages préférés dans les jeux vidéo, et en principe j'ai déjà sorti ma vidéo sur mes personnages préférés jeux vidéo. Donc voilà. Et bon, Joël est en bonne place, il me semble qu'il est dans le top 10, hein. Je sais plus exactement sa place, mais il me semble qu'il est dans le top 10, donc voilà. Après pour le gameplay c'est très bien. Bon, bien souvent on critique un peu le gameplay, j'allais dire on le compare à MGSV, on compare à MGS5, mais bon, tous les TPS maintenant on les compare à MGS5 et j'ai envie de dire à raison. Et c'est vrai que The Last of Us, bon, peut-être un peu lourdingue parfois, mais moi je prends beaucoup de plaisir toujours avec The Last of Us. Surtout au niveau du gameplay, surtout au niveau des sensations. C'est-à-dire que quand tu mets un coup de fusil à pompe dans la tête d'un gars, pour moi c'est très important, voilà. Quand ça fait piou-piou, pour moi je suis pas content. Dans The Last of Us, ça fait mal. Parlons ensemble du retour de la nature dans l'univers de The Last of Us. Alors, dans The Last of Us, la nature reprend peu à peu ses droits dans le monde abandonné par l'humanité après l'infection fongique, offrant donc une réflexion visuelle et thématique sur les conséquences environnementales de l'activité humaine. L'infection du cordyceps, bien que fictionnelle, sert de métaphore puissante pour les déséquilibres écologiques et la fragilité de la civilisation face aux forces de la nature. Les villes envahies par la végétation et les animaux errants dans des ruines urbaines illustrent une terre qui se guérit elle-même des cicatrices laissées par l'homme. Cette reconquête par la nature n'est pas seulement esthétique, elle soulève des questions sur la coexistence, sur la résilience et la capacité de la planète à s'adapter et à survivre en dépit des perturbations. The Last of Us invite à une méditation sur l'impact humain sur l'environnement et sur la possibilité d'un avenir où la nature et l'humanité pourraient peut-être se retrouver dans un nouvel équilibre. Ce qui est marrant en fait avec cette nature qui reprend ses droits, c'est qu'en réalité on se rend compte que finalement l'infection fongique représente la fin de l'humanité, mais peut-être une renaissance pour la planète. D'autant plus que finalement la planète s'en porte tout à fait bien. On voit que les animaux vivent plutôt bien, tout ça, hein, on les voit tranquilles, bon voilà, un petit lapin, un petit cerf par là, un petit sanglier par-ci, tu les vois, ils sont tranquilles quoi.
il n'y a aucun souci de leur côté. Voilà, l'infection fongique, c'est pas pour eux. Les seuls, en réalité, pour lesquels il y a une fin du monde, c'est pour l'humanité. Alors que peut-être pour le reste de la planète, c'est une renaissance. Parlons ensemble des moments les plus émouvants dans The Last of Us Part 1. Alors déjà, bien entendu, il y a le prologue du jeu, qui est donc l'un des débuts du jeu les plus poignants de l'histoire du jeu vidéo, où les joueurs vivent la perte tragique que Joel subit avec la mort de sa fille Sarah. Cette scène établit le ton émotionnel du jeu et la transformation de Joel en un monstre assez sanguinaire. À la suite de ça, il y a bien entendu la mort de Tess, qui survient 20 ans plus tard, qui est donc la partenaire de survie de Joel et plus si affinité, qui se sacrifie pour permettre à Joel de s'échapper, révélant au passage qu'elle a été infectée. Sa détermination à donner un sens à sa mort en aidant Ellie marque profondément Joel et les joueurs avec lui. Il y a bien entendu avec ça la scène de la girafe, un moment de beauté et de paix au moment du chaos. La rencontre avec les girafes offre à Ellie et Joel, et donc aux joueurs forcément, un répit bienvenu et un rappel qu'il reste encore de la beauté dans ce monde. C'est un point pivot pour la relation entre Joel et Ellie. Et on va finir bien entendu avec la fin de The Last of Us Part 1, donc la décision controversée de Joel de sauver Ellie d'une opération mortelle, sacrifiant potentiellement un remède pour l'humanité, et qui pose forcément des questions morales et complexes, et qui montre jusqu'où il est prêt à aller pour Ellie, et surtout pour ne pas repasser par la même douleur par laquelle il était passé au tout début du jeu, c'est-à-dire le fait de perdre une fille. Parlons ensemble des relations humaines dans The Last of Us. Donc, bien évidemment, lorsqu'on parle de relations dans The Last of Us, on doit parler de la relation père-fille entre Joel et Ellie, qui est bien évidemment au cœur de The Last of Us, évoluant d'une méfiance initiale au début du jeu à un lien profond. Voilà, qui se tisse petit à petit et qui défie les définitions conventionnelles de la famille. Cette dynamique complexe sert de fil conducteur à travers le jeu, illustrant comment les circonstances extraordinaires peuvent forger des liens absolument inattendus. Leur voyage à travers les États-Unis post-apocalyptiques est semé d'épreuves qui testent et renforcent leur confiance mutuelle, révélant leur vulnérabilité, leur peur et leurs espoirs. L'évolution de leur relation met en lumière la capacité de l'amour, voilà, sous toutes ses formes, à apporter de la lumière dans les ténèbres, mais également des ténèbres dans la lumière. Parce que oui, comme vous le savez à la fin de The Last of Us, l'amour détruit un peu le seul espoir du monde de voir un jour peut-être un antidote à l'épidémie. Car c'est l'amour de Joel envers Ellie qui le pousse à empêcher les Lucioles d'utiliser Ellie comme un éventuel remède à l'infection fongique. Donc voilà, The Last of Us montre vraiment les deux facettes de l'amour et des relations humaines. Le côté positif bien entendu, car Joel, grâce à Ellie, arrive à faire le deuil de la mort de sa fille Sarah. Mais d'un autre côté, Joel condamne le monde sur l'autel de l'amour paternel qu'il voue à Ellie. Parlons ensemble de l'humanité après la pandémie dans le monde de The Last of Us. Alors, The Last of Us explore effectivement de manière poignante le fait que l'humanité soit confrontée à l'apocalypse, où les thèmes de survie, de perte et même d'espoir sont tissés dans la fabrique d'un monde ravagé par une épidémie fongique. Et oui, dans ce décor post-apocalyptique, les survivants sont forcés de naviguer dans un paysage où les structures sociales se sont effondrées, poussant les individus à leurs limites morales et éthiques. La lutte pour la survie devient un miroir réfléchissant des aspects les plus sombres et les plus lumineux de l'humanité. La perte omniprésente sert de toile de fond à des moments de résilience et de solidarité inattendus, offrant un regard nuancé sur ce que ça signifie de rester humain dans le désespoir le plus profond. The Last of Us ne se contente pas de questionner la survie physique, mais interpelle également sur la préservation de l'humanité intérieure face à l'adversité. Et on voit effectivement plein de factions différentes dans The Last of Us, montrant à quel point l'humanité peut montrer différentes facettes. On le voit par exemple avec les Wolves, qui est le côté un peu militaire de l'humanité. On le voit avec les Scars, qui est le côté bien entendu un peu sectataire, qui peut montrer effectivement des facettes un peu plus sombres de ce que nous sommes. Voilà, il y a les Crotales effectivement, qui sont donc des esclavagistes, donc forcément c'est pas très positif, mais il y a également le groupe de Tommy, que l'on voit donc à Jackson, qui montre effectivement une humanité qui vit dans la simplicité et qui se relève petit à petit des ravages de l'infection, voilà tout simplement. Parlons ensemble des leçons de survie que The Last of Us nous a appris. Alors déjà, la première leçon, c'est rester silencieux pour rester en vie, parce que les infectés ont des oreilles. Il faut utiliser la furtivité pour éviter les confrontations directes avec les infectés et même les humains hostiles, et ça peut clairement sauver votre vie, la furtivité. Se déplacer lentement et utiliser des objets pour détourner l'attention est absolument essentiel. Ensuite, tout peut être une arme. Dans un monde où chaque ressource compte, savoir improviser des armes, savoir construire un peu n'importe quoi, et des outils à partir de ce qu'on peut trouver, peut faire la différence entre la vie et la mort. Des bouteilles au couteau de poche ou au parpaing qu'on peut retrouver dans un chantier, bon, tout peut aider à survivre un jour de plus.
Et finalement, la force est dans le nombre, mais il faut quand même bien choisir ses alliés. Parce que avoir des alliés peut augmenter les chances de survie, hein, mais la confiance, bien souvent, c'est un luxe hein, dans ce monde-là. Parce qu'effectivement, on peut voir avec l'interaction de Joël avec Henry et Sam, que d'un côté, c'est sympa d'avoir des gens avec soi, mais d'un autre côté, ils peuvent quand même te trahir si jamais ils se sentent en danger. Donc voilà, on va dire que c'est une épée à double tranchant. Les alliances doivent être basées sur la confiance mutuelle et des objectifs partagés, comme le montrent Joël et Ellie tout au long de leur voyage. Comparons ensemble les différences entre le jeu The Last of Us et sa série. Alors, déjà, la série télévisée est largement fidèle au jeu, reprenant son atmosphère, ses personnages principaux et ses moments clés. Cependant, elle explore également plus en profondeur certains personnages secondaires et ajoute de nouveaux contextes pour enrichir l'histoire. On pense tous au long épisode un peu inutile consacré à la romance gay de Bill, déjà. Voilà, on se demande pourquoi ils l'ont mis, mais à la limite, pourquoi pas. Ensuite, bien entendu, il y a des différences visuelles, puisque visuellement, la série capture l'essence du jeu, de l'environnement post-apocalyptique, aux détails intimes des interactions entre les personnages. Cela dit, les différences résident dans la manière dont la série peut s'attarder sur les émotions et les backstories de certains personnages grâce au format un peu plus long. Bon, on en apprend un peu plus sur les personnages. Et d'ailleurs, en parlant des personnages, on va parler des interactions et des dynamiques entre eux. Donc la dynamique entre Joël et Ellie est au cœur des deux médias, que ce soit la série ou le jeu vidéo, mais la série permet une exploration plus nuancée de leurs relations grâce aux performances des acteurs et au temps supplémentaire pour développer leurs histoires personnelles. Maintenant, si vous voulez mon avis, je préfère les itérations des personnages dans le jeu. Voilà. Cela étant dit, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que les itérations des jeux vidéo sont quand même un peu plus charismatiques que les acteurs au demeurant sympathiques de la série. Parce que bon, Bella Ramsey elle est sympathique, mais voilà, pour moi c'est pas Ellie, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Il y a quand même un énorme schisme dans la communauté The Last of Us autour du personnage de Joel, c'est-à-dire est-ce que c'est un monstre, est-ce que c'est le grand méchant de l'univers The Last of Us ou pas. Voilà. Bien souvent, il y a un camp qui dit qu'effectivement Joël n'avait pas à prendre la décision pour Ellie parce qu'effectivement les Lucioles ont décidé donc de tuer Ellie pour récupérer son immunité et donc de soigner le monde. Voilà, Joël n'avait pas à faire ça. Il aurait dû respecter la vision de Ellie, même si bon, les Lucioles lui ont pas demandé ce qu'elle voulait, mais de toutes les manières, elle était consentante à Ellie. Voilà. Bon. Il y a ça d'un côté, donc voilà, il n'avait rien à imposer. Bon, il y a le côté un peu égoïste de Joël, vu qu'effectivement il a perdu sa fille il y a 20 ans de cela, donc il n'a pas envie d'en perdre une autre, donc il y a ça. Et il y a effectivement les mecs qui sont en face d'eux, l'autre camp, qui estime effectivement que Joël avait tout à fait raison de faire ça. Les Lucioles n'ont pas demandé la permission à Ellie, et quand bien même elle était d'accord, bon bah non, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que, et là effectivement ça rajoute une autre couche de complexité à cette question, il y a le délire de est-ce que le vaccin allait fonctionner ou pas. Parce que techniquement, dans notre monde à nous, voilà, les infections fongiques, c'est compliqué de faire des vaccins contre ce genre d'infection. Voilà, et à la limite, même s'il y avait vaccin, ce serait pas de cette manière-là. Voilà, ce serait pas en tuant l'autre. Bon, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'une petite ponction lombaire serait beaucoup plus efficace. Et bon, bah, mais bref, voilà. Mettons ça de côté pour l'instant, parce qu'on va reparler de ce sujet-là, évidemment. Mais voilà, alors, de quoi il retourne? Est-ce que Joël est le vrai méchant? Est-ce que finalement notre amie la golfeuse a.k.a. Abby a eu raison de lui golfer sa race? Bon, qui a tort, qui a raison, comment ça se passe? Bon. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce sujet-là, c'est que bien souvent, il y a beaucoup de trucs sous-jacents dans ce camp-là. Parce que bien souvent, c'est pas toujours le cas, et j'en suis une belle exception, c'est que les mecs qui considèrent Joel comme étant le good guy, le bon gars, qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait à la fin de The Last of Us 1, sont en général des mecs qui aiment pas du tout The Last of Us 2, et qui considèrent que Joel a été faussement montré comme un grand méchant, alors que Abby ne vaut pas mieux que lui, et que voilà, bon bref. En gros, il y a un problème. Il y a un problème, et ils aiment pas The Last of Us 2, et ils aiment pas Neil Druckmann, donc développeur et surtout scénariste du jeu, en termes généraux. Ils considèrent que, je sais pas, c'est un vendu ou peu importe. Voilà. Donc il y a ça. Et bien souvent, les mecs qui considèrent Joel comme étant le grand méchant, ce sont des mecs qui préfèrent The Last of Us 2, qui aiment bien Abby, bon bref, et qui considèrent effectivement Joel comme pas forcément comme un salopard, mais comme un type effectivement, voilà, pas forcément très recommandable. Alors, où est-ce que je me place? Alors, pour ceux qui connaissent un peu mon avis sur The Last of Us, moi, je suis un peu l'exception, quoi. Je suis l'anomalie, d'une certaine manière, je suis un peu, voilà, quoi. Je suis un peu comme Neo dans Matrix. Sauf que malheureusement, j'esquive pas les balles.
C'est-à-dire que je suis pas un énorme fan de The Last of Us 2, en tout cas, bon, au niveau du gameplay, le jeu en lui-même, je l'aime beaucoup, mais les scénarios, bon bref, j'ai quand même sorti pas mal de shorts, de TikTok et même de vidéos pour cracher ma haine sur The Last of Us 2 et des choix, effectivement, qui ont été pris par Neil Druckmann. Mais d'un autre côté, j'ai quand même fait une vidéo où je disais que notre ami Joel était effectivement le grand méchant de The Last of Us. Alors, c'est quand même complexe cette histoire. Alors, où est-ce que je me place? Bah écoutez, pour moi, ce souci, il est très simple. Les gens, en termes général, ont du mal à aimer des personnages qu'ils considèrent comme étant méchants. Voilà. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui date un peu celle de Severus Rogue, hein. J'avais parlé effectivement de ça. Des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que parfois, un personnage qui a effectivement des défauts, un personnage qui est parfois mauvais, qui peut être égoïste et tout, des personnages comme ça sont super. Et bien souvent, ces gens-là vont te prendre un personnage qui a des défauts, mais vu qu'ils aiment ce personnage, ils vont essayer de te le faire passer pour un gentil. Donc Joel, ils vont essayer de te dire non, mais en fait, regarde, il a compris. Alors que le mec il a arrêté l'école au brevet. Le Joel, enfin bref, c'est un Texan, je crois que c'est un maçon, je sais pas quoi, un charpentier, enfin bref, genre ouais, bref, c'est pas bon, encore une fois, je veux pas être classiste ni quoi que ce soit, mais c'est pas forcément un mec qui va avoir des connaissances médicales extrêmement poussées. Mais les mecs ils disent ouais, mais en fait il a compris que le vaccin fongique ça ne marche pas dans la vraie vie, nanani et tout, c'est pour ça qu'il a arrêté les lucioles, en fait il était gentil, mais ceci et cela, et puis il y a le consentement, bref. Alors ils vont essayer de te sortir des délires comme quoi, et en plus, pourtant, c'est un peu hypocrite de ma part parce que moi, je suis typiquement le mec qui va dire ouais, ça c'est pas cohérent parce que ça c'est pas cohérent. Mais écoutez, effectivement, le délire du vaccin c'est pas cohérent. Et techniquement parlant, de ce point de vue-là, Joel avait raison de sauver Ellie. Mais vous savez quoi? Pour ce genre de truc scénaristique bien particulier, je suis prêt à fermer les yeux sur l'incohérence du fait qu'effectivement, le fait de tuer Ellie, ça n'aurait pas abouti à un vaccin qui sauve le monde. C'est pas possible. Je veux bien fermer les yeux là-dessus, et bon, effectivement, on va me dire que je suis hypocrite, parce qu'à chaque fois, je casse les couilles à tout le monde sur les incohérences de ceci, les incohérences de cela. Je considère que ça vaut le coup de fermer les yeux sur cette incohérence, parce que ça permet à Joel un super caractère développement, un super développement de personnage, et pour moi, c'est ça qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que Joel, en sauvant Ellie, il refuse au monde le vaccin. Il refuse au monde le salut. Juste pour son besoin égoïste de ne pas repasser par la même douleur par laquelle il était passé il y a 20 ans quand il a perdu sa fille Sarah. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le héros qui va sauver sa fille adoptive. C'est sympa, mais ça reste un peu cliché. Mais le mec qui effectivement refuse le salut du monde, refuse que le monde soit sauvé juste pour ses petits intérêts personnels, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, comment dire, ça fait réfléchir. Tu te dis, mais à sa place, est-ce que je le ferais ou pas? C'est un peu comme ce que les Américains appellent le trolley problème, c'est-à-dire, il y a un train, il y a deux voies, il y a trois mecs d'un côté où effectivement, bon, le train peut les tuer, mais de l'autre côté, il y a une seule personne sur la voie, mais c'est une personne que tu aimes. Comment tu fais? Tu sacrifies les trois personnes pour la personne que tu aimes, ou alors tu tues la personne que tu aimes afin que les trois personnes que tu ne connais pas survivent? Enfin voilà quoi, c'est beaucoup plus intéressant. Si on part du principe que les Lucioles avaient tort depuis le début et que cette histoire de vaccin n'allait jamais aboutir et qu'en fait Ellie allait mourir pour rien et que Joel avait raison depuis le début. Mais en fait, ça nique totalement le développement de personnage de Joel, ça nique totalement le dilemme de fin, ça nique totalement la subtilité d'écriture. C'est ça en fait ce que certaines personnes ne comprennent pas. Ça veut dire que les mecs, ils aiment beaucoup Joel, mais étant donné que c'est un personnage qu'ils aiment et qu'ils veulent pas aimer un personnage mauvais, parce que Joel est mauvais. Il a des bons côtés. Mais c'est un type égoïste. C'est un type, voilà. On le voit d'ailleurs durant le chapitre de Pittsburgh. Il dit à Ellie, voilà, j'étais un chasseur, exactement comme les mecs qui nous ont fait une embuscade. Tommy aussi, lui, quand il se retrouve à Boston, il lui dit, ouais, putain, t'as niqué ma vie, quoi. Pendant ces 20 ans, on a survécu, mais est-ce que ça valait la peine de survivre si c'était pour vivre comme tu nous as fait vivre? Comme des bandits, comme des tueurs, comme des voleurs. C'est ce qu'est Joel, techniquement. Et c'est ça qui fait que c'est un putain de perso. Donc oui, effectivement, c'est incohérent, ces histoires de vaccins, mais vous savez quoi? Pour moi, le plus important, finalement, même si effectivement j'ai fait un peu ma carrière YouTube sur les incohérences, le plus important, c'est le développement de personnages. Bon, bien sûr, moi, je peux te faire une vidéo sur, de 30 minutes sur pourquoi cette histoire de vaccin fongique, ça n'a aucun sens. Je peux la faire, même, vous savez quoi? Je vais même la faire. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je vais la faire. Mais finalement, que je dise incohérence ou pas incohérence, ça n'a pas tellement d'importance vis-à-vis du développement de personnages. C'est ça en fait le truc. Si il y a une incohérence, mais qui permet au personnage d'être vraiment beaucoup plus intéressant et de rendre l'intrigue beaucoup plus grise et pas noire ou blanche, pas gentil contre méchant, mais moi je dis oui. Ben moi je dis banco, c'est pas grave, c'est ça le truc. Et donc forcément, on me dit oui, mais The Last of Us 2, nanani nana.
J'aime pas The Last of Us 2 en termes de scénario. Le jeu en lui-même, je l'aime bien parce que il est bien rythmé. Moi, j'aime bien le double climax. Non, mais le jeu est très bien fait. Sur ça, il y a pas de problème. Moi, j'aime pas, c'est effectivement la décision, la manière dont les personnages sont écrits. Joël qui a perdu 4000 points de QI. Bref, je veux pas tout répéter. J'ai fait une vidéo entière sur tout ce que j'aime pas sur The Last of Us 2. Voilà, je mettrai peut-être le lien de la vidéo dans la description. Bref. Je vous laisse regarder pour ceux que ça intéresse. Je vais pas refaire la même vidéo, voilà quoi. Juste pour vous dire que malgré ça, j'aime pas The Last of Us 2. Mais le fait qu'effectivement dans The Last of Us 2, Joël soit quand même un peu montré comme un méchant, moi ça me dérange pas du tout. Moi je dis que même ça me plaît. C'est ce que je voulais en fait. Donc les mecs qui aiment Joël et qui te disent non mais c'est le vrai gentil de l'histoire, nanani, Druckmann n'a pas compris, je sais pas quoi. Écoute, Druckmann c'est un con, y a pas de souci. Mais là-dessus, il a eu raison. Moi je suis vraiment désolé. Joël est le grand méchant de l'histoire et c'est pour ça qu'il est intéressant. Si vous faites en sorte que Joël finalement il avait raison, mais en fait vous niquez totalement l'intérêt du scénario. Vous niquez en fait la subtilité. Le questionnement, c'est le questionnement, se dire est-ce qu'il avait tort, est-ce qu'il avait raison, est-ce que ci, est-ce que cela, qu'est-ce que je ferais à sa place. Voilà, si à la fin c'est bon, c'est du gentil versus méchant, la fin n'a pas d'intérêt. Avec Joël qui ment sciemment à sa fille adoptive Ellie. C'est pour ça que c'est l'une des meilleures fins de l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'à la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Si tu coupes toute la subtilité et tu dis, il est gentil, l'autre c'est les méchants, ça n'a aucun sens. Bon, évidemment, depuis tout à l'heure, moi je dis oui, c'est le méchant, donc d'une certaine manière, je suis un peu comme ceux que je critique. Mais quand je dis que c'est le méchant, je caricature. Il y a quand même des... Bon, tu peux discuter de cette question. Quand je dis que c'est le méchant, bon, on caricature l'histoire, effectivement, pas totalement le méchant. Tu peux effectivement te mettre du côté de Joël. Mais c'est pour ça qu'en fait, cette fin est intéressante. C'est que c'est pas le grand méchant ou le grand gentil, c'est qu'il est entre les deux, c'est la vie, quoi. Qui a raison, qui a tort, c'est selon votre vision du monde. Mais si derrière vous coupez totalement le gâteau et vous dites ça c'est les gentils, ça c'est les méchants, ça n'a pas d'intérêt. Et ça n'enlève pas que j'aime pas The Last of Us 2. Maintenant, en plus, la vérité, si on doit vraiment parler et dire les termes, dans The Last of Us 2, Joël il n'est pas montré vraiment comme le méchant, hein. Que ce soit dans les flashbacks et tout. Il est bien écrit le Joël. La vérité. Moi, à la limite, une des choses effectivement qui m'a toujours frustré dans The Last of Us 2, c'est le manque de dialogue. C'est-à-dire que les gens ne se parlent pas, comme par exemple lors de la scène où Ellie découvre la vérité sur ce qui s'est passé dans l'hôpital. Joël, il dit rien, il se justifie même pas. Et je dis pas, il se justifie pour faire comprendre à Ellie qu'il avait raison, non, mais qu'il se justifie en tant que personnage pour lui expliquer son point de vue. Évidemment, bon, derrière, Ellie peut très bien décider de dire, bah écoute, ton explication, tu te le fourres dans le cul, je suis pas d'accord. Y a pas de souci. Mais moi, ça m'a toujours frustré. Mais voilà. Le fait que je considère Joël comme étant, entre guillemets, le grand méchant, mais un peu avant, c'est pas tout à fait ce que je pense. Je caricature, c'est pour aller plus vite. Ça ne veut pas dire que j'aime The Last of Us 2, loin de là, en fait. Et bien souvent, on coupe un peu ceux qui aiment Joël, et donc ceux qui aiment le premier The Last of Us, et ceux qui aiment Abby, et ceux qui aiment The Last of Us 2. Bah non, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Joël n'avait pas raison de faire ce qu'il a fait à l'hôpital. Il l'a fait, c'est très bien. Il l'a fait, c'est très bien, je suis content qu'il l'ait fait. S'il n'avait pas fait, le jeu serait beaucoup moins intéressant. Mais si on parle de moralité, on peut en discuter, bien sûr. Après, les mecs, évidemment, ils te disent « Il avait raison parce que le vaccin n'aurait pas fonctionné. » Oui, mais encore une fois, faisons comme si le vaccin allait fonctionner. Encore une fois, c'est hypocrite de ma part, vu qu'à chaque fois je parle effectivement d'incohérence. Mais là, je trouve que ça fait partie des exceptions où tu dis que l'incohérence vaut le coup parce que ça permet à l'intrigue d'être beaucoup plus intéressante. Bon alors, je vous l'ai promis, on va parler de The Last of Us 2, encore une fois. En plus, c'est pas comme si c'était la première fois, vu que bon, je suis éventuellement un peu connu pour être le mec qui crache sur The Last of Us Part 2. Donc bon bah écoutez, que voulez-vous? Il faut dire que certains me connaissent vraiment que comme le critique sévère de ce jeu. Mais vous allez peut-être être surpris parce que malgré mes nombreuses vidéos où je crache sur ce jeu, bah, The Last of Us 2, eh ben vous savez quoi, ça reste quand même l'un de mes TPS préférés. Je sais que effectivement c'est choquant, mais que voulez-vous? Bon alors, laissez-moi m'expliquer. Bon déjà, le gros point fort de The Last of Us 2, pour moi, c'est le gameplay. Voilà. Déjà, voilà. Pour moi, c'est un gameplay qui frappe super fort. Bon, je veux dire, au niveau du gunplay, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Voilà. Au niveau de l'impact des tirs, c'est un truc de fou. Il y a un poids, il y a une présence, vraiment, lorsque l'on joue Ellie ou notre amie la golfeuse. Voilà, c'est un truc de fou. Que ce soit le craft, que ce soit les phases de furtivité, que ce soit ce que vous voulez, la violence, quoi, la violence du jeu, je veux dire. Voilà, quoi. Après, écoutez, moi je suis pas forcément un mec qui suis un expert, effectivement, de gameplay. En général, j'en parle pas sur ma chaîne, donc je vais pas vous faire un dessin. C'est un gameplay qui, moi, m'a beaucoup parlé. Voilà. Plus amélioration d'armes. On a accès à nos armes n'importe quand dans le jeu. Bon, voilà, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Moi, ça me va. Je sais que, bon, pour certains,
Si c'est en dessous de MGS5, c'est pas la peine d'y jouer. Je peux tout à fait comprendre, MGS5 est clairement le TPS avec le meilleur gameplay de l'histoire, sur ça il n'y a pas de souci, en tout cas en ce qui concerne les TPS. Mais moi, à la limite, voilà, The Last of Us 2, ça me suffit très très amplement, voilà. Au-delà de ça, au-delà du gameplay, il y a quand même Ellie, que j'aime bien, hein, voilà, j'aime bien. En général, les gens disent que Ellie est beaucoup mieux dans le 1, bah moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je trouve que Ellie est beaucoup mieux dans le 2. Je suis vraiment désolé. Bien que le jeu soit, il faut le dire, très woke, je trouve que Ellie est très loin de la femme forte, stéréotypée et intouchable, telle que, en général, dans les films et dans les jeux woke, on les voit, quoi. En général, que ce soit Disney ou je sais pas quoi, à chaque fois que tu vois une meuf woke, c'est voilà, c'est Captain Marvel, quoi. C'est-à-dire, bon, la meuf parfaite, superbe et tout. Alors que là, Ellie, pas du tout. Elle est profondément humaine, elle est pleine de défauts. D'aucuns diraient, c'est peut-être la méchante du jeu, voilà. Elle est capable vraiment de prendre de mauvaises décisions, et le jeu la critique en réalité. Et elle souffre physiquement, émotionnellement, nous rappelant que même nos héros ne sont pas à l'abri des conséquences brutales de ce monde. Ça, j'ai vraiment apprécié. Ellie, de toute façon, même si, bon, elle n'est pas à l'abri de décisions complètement stupides, comme le fait d'oublier la fameuse carte, là, dans l'aquarium, ce qui, effectivement, permet forcément à notre amie la golfeuse d'aller la chercher. Bref. Voilà. Je vous renvoie directement à ma vidéo sur les incohérences de The Last of Us, hein, parce que si je commence à en parler, je m'arrête pas. Mais voilà, Ellie, pour moi, c'est un très bon personnage, et je la préfère, mais 1000 fois, 100 000 fois plus que dans le 1. Dans le 1, je la trouve très cliché, je suis vraiment désolé. C'est vraiment la Chosen One, quoi. Genre, oui, j'ai une immunité, mais en fait, je ne veux pas être comme, je veux pas être spécial, je veux être comme les autres, mais en fait, je suis spécial. Allez, va te faire foutre. À côté de ça, les flashbacks de The Last of Us 2 sont vraiment des perles d'écriture. Et là, à la limite, bon, j'ai pas inventé la poudre, j'ai pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Ça, c'est une évidence. Bon, tout le monde dit que les flashbacks, c'est la meilleure partie du jeu, et je suis pas loin de le penser, voilà. Ils nous ramènent aux jours heureux de Joel et Ellie, offrant un contraste saisissant avec le récit principal qui est ultra sombre. Et ces moments d'humanité brute sont un rappel nécessaire de ce qui a rendu le premier jeu vraiment spécial. Aussi, il y a un autre truc que les gens critiquent, mais que moi, j'ai vraiment apprécié dans le jeu, bah, c'est le double climax. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le duel au théâtre, il me semble, entre Ellie et notre amie la golfeuse, et on pense que le jeu s'arrête, mais pas du tout. Voilà, le jeu continue encore pendant quelques heures, et il y a un deuxième combat final. Certaines personnes, effectivement, ont estimé que c'était un défaut d'écriture, bah pas moi. Voilà, je trouve ça audacieux, différent, et je trouve ça très bien. Je trouve ça très... Moi j'aime bien les doubles climax. Je crois que ça me vient depuis que j'ai vu le premier Terminator, qui est aussi on va dire un double climax, hein, je pense que, je sais pas si on peut dire ça, mais à un moment où tu crois que le film est terminé, mais ça s'arrête pas, voilà. Moi j'aime bien en général ce genre de petit twist, je trouve ça sympathique. Il y a aussi le lore, évidemment, le lore de The Last of Us 2 est largement supérieur à The Last of Us 1, parce que dans The Last of Us 1, même si bon, je préfère le premier The Last of Us quand même, faut pas déconner, faut dire la vérité, au niveau du lore, c'était vraiment rachitique, il y avait rien du tout. C'est-à-dire qu'au niveau des factions, il y avait quoi? Il y avait le gouvernement, il y avait les Lucioles. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, le monde de The Last of Us 1, il n'y avait pas grand-chose. Alors que là, dans le 2, on nous plonge plus profondément dans l'univers. C'est-à-dire qu'on va explorer les Crows, les Scars, les Wolves, les Rattlers. Voilà. Donc l'univers se développe, s'enrichit, et moi je dis oui. Et en conclusion, je dois dire que je respecte The Last of Us 2, malgré toutes les innombrables critiques que je peux effectivement formuler vis-à-vis de ce jeu. Il aurait pu se reposer sur les lauriers du premier jeu, mais non, il a pris des risques. Des risques cons, en ce qui me concerne, je suis vraiment désolé. Pour moi, beaucoup de décisions scénaristiques sont très courageuses, mais sont mal branlées, sont mal brancouillées. Voilà, mais quand même. Parce que voilà, même si effectivement, je n'aime pas du tout Druckmann, j'aime pas ce type, hein, et j'aime pas la direction qu'il a fait prendre à The Last of Us 2, la seule chose que je pourrais pas dire de lui, c'est que c'est un lâche. Je trouve que c'est un jeu courageux, voilà. C'est un jeu courageux, c'est un jeu qui a osé bousculer les attentes, notamment par exemple en nous faisant quand même jouer le meurtrier de Joel, je veux dire, c'est audacieux, il n'y a pas de problème par rapport à ça, le mec est courageux, voilà. Et malgré toutes mes critiques, et encore une fois elles sont nombreuses, je peux pas ignorer quand même les cojones, voilà, on va dire une petite paire de couilles quand même de notre ami Druckmann, qu'au demeurant je ne supporte pas, il n'y a pas de souci. Voilà, mais il lui a fallu quand même des couilles pour prendre ses risques. Il aurait pu effectivement se reposer sur ses lauriers et proposer un scénario super plan-plan, où à la fin, Ellie pardonne à Joel, et à la fin, voilà, ils vécurent heureux et je sais pas quoi. Non, il n'a pas pris l'autoroute qui lui était offerte, il a pris un autre chemin, un mauvais chemin en ce qui me concerne, mais il a pris ses couilles à deux mains. Sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Bon, on va se concentrer ici et aujourd'hui sur les incohérences et facilités scénaristiques du jeu The Last of Us 2, ainsi que sur les choix totalement stupides des personnages principaux au cours de cet opus. Bien sûr, ces points seront présentés de façon chronologique, afin de ne pas perdre ceux du fond, qui ne se souviennent pas trop de l'histoire, et en même temps, je me demande si ce n'est pas vraiment une perte d'espace mémoire de s'en souvenir de ce jeu de merde.
Ok, donc on va commencer tranquillement avec le début du jeu, forcément, qui commence quand Tommy et Joel partent en patrouille autour de la ville de Jackson, tandis qu'Ellie et Dina fument des joints, voilà. Comme quoi, même dans un monde apocalyptique, les priorités des adolescents restent les mêmes, hélas. Et là, on n'a pas à attendre longtemps pour tomber sur la première incohérence du jeu, juste après que Tommy et Joel échappent à une horde d'infectés et rencontrent la fameuse Abby, voilà, golfeuse de son état. Ils lui proposent de la ramener dans leur communauté, mais le truc bizarre, c'est qu'ils se soient perdus en fait. Tandis qu'Abby, elle, qui vient à peine de débarquer de Seattle, donc pour arriver à Jackson, les aide à retrouver leur chemin. Genre, les frères Miller ont vécu dans la région de Jackson pendant 4 ans, et encore, là on parle seulement de Joel. En ce qui concerne Tommy, c'est beaucoup plus que 4 ans. Et derrière, ils se perdent. Ça n'a aucun sens. Pourtant, Abby, qui est nouvelle dans les environs, je le répète, connaît parfaitement son chemin. C'est tellement sus que j'ai vraiment envie d'appeler ça une facilité scénaristique, mais bon, ça reste encore minime, on démarre notre petite liste doucement. Alors, on arrive à la seconde incohérence, par contre celle-là, elle est beaucoup plus sévère. Donc, Abby ramène Joel et Tommy dans son groupe, et cet idiot de Tommy se présente, lui et son frère Joel, avec leur vrai nom. Alors même qu'il est fort probable que les survivants des Fireflies, donc les Lucioles, cherchent à trouver celui qui a buté Marlène, donc l'ancienne chef des Lucioles, pour se venger. Événement dont Tommy est au courant d'ailleurs. On le voit au tout début du jeu. On aura vu plus malin, ça c'est certain, et même sans ça, le groupe d'Abby sont des étrangers, déjà. En plus, ils sont surarmés et en supériorité numérique. Bon, voilà. Le manque de prudence des frères Miller est complètement incohérent avec ce qu'ils ont montré dans le premier opus. Surtout Joel, qui était capable, rappelez-vous, de reconnaître un guet-apens en un coup d'œil. Voilà. Ai-je besoin de vous rappeler le chapitre à Pittsburgh? Bon. Et en fait, c'est d'autant plus choquant quand on pense que Joel a survécu pendant 24 ans dans ce monde apocalyptique, en ne faisant pas confiance aux étrangers, et en se méfiant de tout le monde. Un peu ironique que notre ami Joel se fasse buter la seule fois où il suit une étrangère pour rencontrer d'autres inconnus dans un bâtiment sans aucune méfiance. Aurait-il oublié comment survivre, le Joel? Et pour ceux qui me diront que Joel s'est ramolli depuis qu'il vit à Jackson, il y a un moment où faudrait quand même arrêter les bêtises. Je veux dire, même s'il vit à Jackson, Joel patrouille régulièrement à l'extérieur des murs de la ville, et se tient en forme, et s'il a survécu à l'apocalypse après 30 ans de vie moderne, bah il peut quand même garder son cerveau allumé après 4 ans de vie à Jackson. Faut arrêter la fumette. Ça ne me dérange pas que Joel meure, hein, entendons-nous bien. C'est juste que là, ça ne fait pas sens, en fait. S'il avait fallu tuer Joel, il y a aucun problème. Mais alors là, trouver une situation crédible dans laquelle Joel pourrait mourir, là, ça n'a juste aucun sens. Et ça pue la paresse d'écriture. Bon, next. Alors, Ellie, on la retrouve, et elle est inquiète de la disparition de Joel et de Tommy. Elle parvient, bon, finalement à les retrouver, tente d'intervenir pour sauver Joel, échoue et n'a pas d'autre choix que d'observer impuissante son père adoptif se faire golfer sa race par une madame super musclée qui n'a pas l'air très commode. Et donc, le problème vient juste après, alors que les potes de Abby débattent pour savoir si oui ou non ils devraient buter Ellie et Tommy. En fait, ce débat est totalement con, quand on y pense, parce que Ellie jure haut et fort qu'elle vengerait la mort de Joel, sans parler du fait que Tommy est le frère de Joel, donc c'est évident qu'ils vont tous les deux chercher à le venger, avec la même logique qui a poussé Abby à se venger de Joel, en fait. Et Abby est là en mode « Non, vous devriez être reconnaissant au lieu de chercher à vous venger ». Comme si cette logique lui était étrangère, cette logique de vengeance. Je veux dire, si tu veux te venger, vas-y à fond, et ne laisse rien au hasard. Bon, pour mener à bien sa vengeance, Tommy décide de se rendre à Seattle, donc pour traquer Abby et ses amis, après avoir déduit que donc Abby s'y trouvait, sur la base d'un seul et unique indice entre guillemets, la veste d'Abby et ses amis est floquée d'un logo, donc le logo WLF, qui voudrait dire qu'ils sont basés à Seattle. Ok, déjà, c'est pas parce que t'as un vêtement avec le nom d'un truc que t'y habites, mais bon, je veux dire, ce serait comme dire que le fait de porter une casquette New York signifie forcément qu'on habite à Manhattan, c'est juste stupide, et le fait qu'Abby porte cette veste, comme par hasard, est très pratique. Bon, parce que si effectivement elle ne portait pas cette veste, voilà, hein. Le jeu aurait duré 2 heures, tout simplement. Bref, Tommy part sans Ellie et Dina, ce qui est louable, mais déjà c'est totalement con, dans le sens où, évidemment que Ellie allait le suivre quand même, parce qu'à la base elle voulait absolument le venger, venger Joel, et de 2, il s'en sortirait quand même mieux à 3 que lui tout seul, le Tommy, même s'il ne veut pas les mettre en danger. Mais bon, à la limite, la deuxième raison, on s'en fout un peu, c'est surtout la première. Évidemment qu'Ellie allait le suivre. Vous croyez vraiment qu'Ellie fait ok d'accord, bon vas-y sur moi. Aucun sens. Bref. Donc, Ellie et Dina suivent les traces de Tommy, vont à Seattle pour débusquer Abby. Et alors qu'elle s'approche de la base des Wolves, elle tombe justement dans une embuscade tendue par ces mêmes Wolves. Ellie se fait capturer, mais par chance, Dina arrive à passer inaperçue. Et là, alors que Ellie est à la merci des mecs des Wolves, s'ensuit un dialogue de 3 minutes,
parce que le mec pense qu'il faut la garder en vie pour lui soutirer des infos, alors même qu'ils savent qu'elle est ultra dangereuse, mais que de toutes les manières, bon, il n'y a pas grand-chose, elle a pas grand-chose à dire, bref. Je veux dire, c'est toujours comme ça, hein, dans les histoires mal écrites, le bad guy, le gros méchant qui doit toujours raconter sa life pendant 120 000 ans, au lieu de juste vider son chargeur dans la tête du héros, c'est à croire que les indestructibles n'ont pas été visionnés par tout le monde, pauvre syndrome d'ailleurs. Forcément, Dina sauve Ellie en tuant le deuxième Wolf, et le premier, au lieu de tuer immédiatement Ellie, parce que je le rappelle, elle est super dangereuse et ils le savent, il essaye de maîtriser Dina en laissant Ellie derrière lui, dans son dos, quoi. Normal. Ce qui laisse évidemment à Ellie l'occasion de le buter. Sérieux, c'est vraiment à se demander comment tous ces cons ont pu survivre aussi longtemps. Peu de temps après, Ellie et Dina entendent à la radio que les Wolves ont aperçu un homme seul se balader de façon un peu sus, et elles pensent que c'est Tommy. Donc Ellie part à sa recherche. D'un coup, un mec se jette sur Ellie par derrière en foutant sa main sur sa bouche. Mais il s'avère heureusement qu'il s'agit de l'ex-petite amie de Dina, Jessie. Ok, alors Jessie, c'est comme ça qu'on salue les gens Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ton projet, mec? Je veux dire, le gars a clairement dû oublier qu'Ellie aurait pu se défendre en lui fracassant les dents, mais bon, bien sûr ça n'arrive pas, mais ça aurait très bien pu être un game over immédiat pour cette abrutie de Jessie, si notre héroïne Ellie lui avait planté son couteau dans l'orbite par pur réflexe. Mais bref, encore une fois, bon à la limite ça je chipote, mais c'est vrai que c'est un peu con parfois. Bon, la suite. Quand Jessie et Ellie rentrent au théâtre pour y retrouver Dina, qui est enceinte de Jessie, hein, bravo le veau, pas mal l'escouade de vengeance pour... Bref. Cette dernière les prévient qu'elle a appris que Nora, donc l'une des femmes appartenant au groupe d'Abby, a été assignée à un poste dans un hôpital tenu par les Wolves. Alors Ellie décide alors de la traquer afin de lui soutirer des infos sur Abby. Elle finit ainsi par la retrouver et on réalise rapidement que Nora est hélas très bête, hélas pour elle. Ellie la menace afin qu'elle lui divulgue la localisation d'Abby et l'autre, au lieu de lui mentir pour brouiller les pistes, elle préfère insulter Joël, juste en face d'Ellie qui la braque, à croire qu'elle est suicidaire. Aucun individu dans ce groupe de schlag n'a de cerveau ou quoi? Je veux dire, ment, mitonne, dit n'importe quoi. Ellie n'a littéralement aucun moyen de vérifier ce que Nora lui dit. En plus, les soldats Wolf finissent par avoir Ellie, en plein dans leur ligne de mire, et auraient pu la tuer 1000 fois, mais non. Ils savent à quel point elle est dangereuse, encore une fois, je me répète. Ils auraient pu la flinguer ici et maintenant, encore une fois, je me répète. Et même si ça voulait dire tuer Nora, je veux dire, c'est pas un mauvais échange, au vu de la menace évidente qu'Ellie représente. Surtout que, comme ils ne le font pas, tous les soldats se font buter. Karma, j'ai envie de dire. Bref, Ellie tabasse Nora pour la faire parler, et sous pression, Nora finit par lui répondre et lui donner la vraie localisation d'Abby. Mais pourquoi en fait? Pourquoi elle n'a pas tout simplement menti encore une fois en fait? Ellie n'aurait jamais pu deviner que Nora ment. D'autant que Nora, à ce moment-là du jeu, était contaminée par les spores. Elle n'avait donc même pas 10 minutes à vivre. Alors pourquoi répondre honnêtement? Aussi, autre chose qui n'a aucun sens, pourquoi Ellie a l'air si choquée d'avoir tué Nora? C'est à croire qu'elle n'a pas massacré de sang-froid des centaines de soldats in-game avant de tuer Nora. Ça pue vraiment la dissonance ludonarrative à plein nez. Et donc, comme Nora a donné la vraie localisation d'Abby, Ellie se rend à l'aquarium, là où elle est censée être, c'est-à-dire Abby. Sur le chemin, elle rencontre encore des membres du groupe d'Abby, c'est-à-dire Mel et Owen, deux personnages dont on parlera un peu plus tard, encore une fois. Et donc là, on est de nouveau sur la fine fleur de la survie avec ces deux-là, puisque Mel est enceinte. Et au lieu de négocier pour avoir la vie sauve en jouant sur la corde de la sensibilité, parce qu'ils sont quand même devant une jeune fille, et ainsi lui faire comprendre rapidement qu'elle est en train de braquer une femme enceinte, eh bien Owen le con, il est con! Bon. Essaye de maîtriser Ellie et se fait fatalement descendre, j'ai envie de dire normal. Ellie poignarde ensuite Mel sans savoir qu'elle est enceinte, et les deux meurent pendant qu'Ellie se retrouve à moitié traumatisée d'avoir tué une femme enceinte. Et peut-être que s'ils avaient mentionné à Ellie que Mel était enceinte avant de foncer dans la bagarre comme des abrutis, eh bien, notre héroïne n'aurait pas eu deux nouveaux morts sur les bras, je dis ça, je dis rien. Le lendemain, après que Jessie ait trouvé Tommy et qu'ils se soient tous réunis dans leur plan, c'est-à-dire le théâtre, Abby réussit, contre toute attente, à les trouver, se pointe devant eux. Et quand je dis contre toute attente, évidemment je me gosse, que dis-je, je me fous de votre gueule, parce qu'on a là l'un des moments les plus cons de l'histoire du jeu vidéo, puisque Ellie oublie tout simplement sa carte, j'ai envie de dire normal, avec sa localisation inscrite dessus, dans l'aquarium. Évidemment, quand Abby débarque, elle tombe sur la carte, et elle sait où les chercher. Clairement, Neil Druckmann, le scénariste du jeu, est l'un des écrivains les plus paresseux qui soit. Et au lieu de trouver une raison logique qui expliquerait pourquoi Abby soit capable de remonter la trace d'Ellie
Et ses potes, bah en fait, elle est juste conne, Ellie, et voilà. Elle a tout simplement oublié sa carte sur les lieux du crime, voilà, normal, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, bon. Et même si on dit qu'Ellie était en situation de choc, ok, bon, elle a oublié sa carte parce qu'effectivement, elle était choquée du fait qu'elle venait de tuer une femme enceinte, ok, y a pas de souci, allez, vas-y, je vais être gentil et j'achète. Mais alors donc, qu'en est-il de Jessie et Tommy? Eux, ils sont pas choqués, que je sache. Je veux dire, il y en a pas un parmi ces deux couillons qui peuvent penser à ramasser la carte. Bref, Abby les prend en guet-apens, Jessie se fait no-scope sans la moindre vergogne, et Tommy se retrouve avec le flingue d'Abby braqué en plein sur sa tête. Et à ce moment, Ellie se rend. Encore une fois, on se pose la question, pourquoi? Je veux dire, elle aurait pu lui jeter n'importe quoi à la gueule, un cocktail Molotov par exemple, quitte à blesser un peu Tommy. De toute façon, à ce stade, il est évident qu'Abby ne va pas les laisser repartir vivants, après que Ellie ait buté tous ses potes. Donc autant y aller à fond, quitte à ce que le pauvre Tommy en pâtisse. Et c'est là où, hélas, toute la tension de la scène est coupée en deux, par un magnifique flashback de l'histoire d'Abby qui dure, il me semble, 6 heures. c'est un peu du what the fuck total, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Dans le concept, j'aime bien. Dans le concept, le fait de jouer le grand méchant du jeu, ça, je trouve ça excellent. Le problème, c'est que voilà, la mise en scène est complètement à la ramasse, mais on va en parler tout de suite. Déjà, tout le passage avec Abby ressemble davantage à un DLC qu'autre chose, mais bon. Bref, on y apprend que le chirurgien, qui devait ouvrir le crâne d'Ellie pour triturer son cerveau afin de créer un vaccin, donc rappelez-vous, à la fin de The Last of Us 1, était en fait le père d'Abby. Donc ce mec-là est censé être un mycologue, un biologiste, triplé d'un chirurgien. Normal, mais à mon avis, il a certainement chopé ses diplômes dans une boîte de céréales boule au miel, parce qu'à un moment, il y a besoin du cerveau d'Ellie pour créer un vaccin. Excusez-moi du peu. Ce n'est pas elle qui est unique, c'est pas Ellie qui est unique, hein, c'est son infection qui l'est. Donc son infection est le vaccin. Il n'y a pas besoin d'ouvrir son cerveau et de tuer l'autre. Et l'infection par-dessus le marché. Je veux dire, une simple ponction lombaire aurait largement suffi en fait. Donc une petite opération et hop, elle est vivante après. Et on parle même pas du fait que tout le monde pense que ce schlaghetto de docteur... Comment elle s'appelle cette conne d'Abby là, son nom de famille là? J'ai oublié son nom. Anderson je crois qu'elle s'appelle. Hein. Abby Anderson, hein, il me semble. Abigail Anderson. Ouais. Bon allez, désolé pour le couac, on la refait. Et on ne parle même pas du fait que tout le monde pense que ce schlaghetto donc de Dr Anderson, arrivera donc à créer un vaccin parce que c'est tout simplement pas comme ça que la science, la mycologie et la biologie marchent. Si le mec avait été compétent, tout le monde aurait survécu et peut-être que le monde aurait été sauvé. Mais oui, c'est clair. Sauf que non. Et toujours dans le DLC Abby, on voit le Wolf envoyer une nana enceinte de 9 mois sur le terrain, la fameuse Mel, dont on a déjà parlé, et comme prévu, c'est la seule qui se retrouve blessée. Sans deck, et je veux dire, qu'est-ce qu'on est censé tirer de ça? D'un côté, le jeu veut se la jouer un peu woke féministe, en considérant qu'une femme enceinte peut quand même faire le taf, malgré le fait qu'effectivement, elles sont enceintes, et de 9 mois il me semble, quasiment, mais de l'autre, elle devient rapidement un poids, et c'est la seule blessée, donc j'ai envie de dire, je suis un peu confus. Bon. Et finalement, son seul rôle technique dans l'histoire, c'est de sauver Yara. Le problème, c'est qu'Yara va se faire crever juste après, donc finalement, on se demande à quoi elle a servi. Bref, peu importe. Donc Abby se fait ensuite capturer par les Séraphites, donc qu'on appelle les Scars hein, pour les intimes, qui est donc une faction de sectataires, de mecs de sectes complètement fous, complètement dingos. Et cet incident s'inscrit dans la longue liste de, entre guillemets, j'ai un ennemi dangereux en face de moi, mais pour une raison quelconque, je ne vais pas le buter tout de suite, et du coup, je vais crever. Voilà, fermez les guillemets et allez à la ligne. C'est un peu con. Vraiment quelque chose de récurrent dans ce jeu, hein, car justement, on apprend ensuite que Owen a tué l'un de ses camarades, donc Danny, parce que ce dernier voulait le forcer à tuer un Séraphite. Donc Owen refuse de tuer un membre des Scars non armés, alors que, par contre, il n'avait aucun souci avec Abby qui a buté Joel, qui n'était pas non plus armé, hein, au moment de la petite séance de golf d'Abby. Et pour ajouter de la connerie sur ce gâteau d'idiotie, il est aussi annoncé que Isaac, donc le chef des Wolves, compte envoyer quelqu'un pour aller questionner Owen, pour savoir de quoi il retourne et si vraiment Danny a vraiment été tué par Owen. Mais pourtant ça n'arrive jamais, genre le lendemain de l'accident, Mel et Owen sont juste en train de chill avec leur chien comme si rien ne s'était passé au sein de l'aquarium, où tout le monde sur la planète savent qu'ils crèchent. Aucun sens sur 20. Bref, Abby sauve sur le chemin de l'aquarium 2 enfants séraphites, c'est-à-dire Lev et Yara, et cette sous-intrigue n'est qu'une vaine tentative de rendre son personnage sympathique aux yeux du joueur, sauf qu'on a l'impression de jouer à un DLC du DLC.
en fait. Comme s'ils essayaient de gratter du temps, parce que vu comment c'est parti, il ne faudra que 2 jours à Tommy et Ellie pour massacrer tout leur petit groupe, mais non, là on perd du temps à aider Lev et Yara. Surtout que d'un côté on a une Abby qui bute Joel sans aucun scrupule, alors même qu'elle a bien vu qu'il n'était pas une mauvaise personne puisque Joel l'a sauvé, on le rappelle, et de l'autre, on a une Abby qui fait immédiatement confiance à Lev, qui l'a sauvé de la même manière que Joel l'a sauvé au tout début du jeu, alors que le gamin fait partie de la faction ennemie exactement comme Joel. D'accord, il a peut-être pas buté son père, mais de là à faire immédiatement confiance à son sauveur, je ne sais pas. Évidemment, je sais que certains parmi vous me rétorqueront qu'Abby aide les 2 Scars parce que le fait d'avoir tué Joel ne l'a pas soulagée, et qu'elle comprend enfin qu'aider plutôt que tuer lui permettra d'enfin, justement, faire son deuil de son père. Mais c'est mal écrit, c'est mal mis en scène, avec 2 petites scènes de cauchemar merdiques et une réplique vite fait où effectivement, comment elle s'appelle, Abby explique à Lev qu'elle se sent coupable ou je sais pas quoi, elle dit « oh, guilt » ou je sais pas quoi. Bref, désolé mais ça ne passe pas avec moi. Et au passage, est-ce que c'est vraiment crédible qu'un groupe sectaire comme les Scars, alors en pleine guerre contre les Wolves, rappelez-vous, gaspille tellement de ressources pour juste traquer et tuer Lev? Ce serait pas un peu disproportionné même pour un groupe extrémiste? Je veux dire, aurais-je besoin de vous rappeler que les Wolves sont à leur porte? Bon, ensuite, Lev veut rentrer chez sa mère, Yara veut rester avec Abby, donc, comme ils ne sont pas d'accord par rapport à la marche à suivre, Lev se casse pour l'île des Séraphites, pour aller voir sa mère, et il faut aller le sauver, parce qu'il va se faire certainement têche par sa mère. Pour cela, Abby doit chercher un bateau pour se rendre sur l'île des Séraphites, l'île des Scars, et rencontre en chemin Manny, un des autres gars qui était là lorsque Joel a été sauvagement assassiné. Voilà, Manny c'est un peu, je sais pas, imaginez la fusion entre Neil Druckmann et Jorge Masvidal. Voilà, c'est plus ou moins ça. Voilà, mais pas plus intéressant, hélas. Alors déjà, donc notre pauvre Manny pop de nulle part, sans aucune raison autre que l'intrigue, et ensuite, lorsqu'il se fait exploser le crâne par Tommy, Abby n'a quasiment aucune réaction. Et même par la suite, le mec passe totalement aux oubliettes et plus personne ne parle de lui, plus personne même ne mentionne le nom de Manny, comme s'il n'avait tout simplement jamais existé. Et bien évidemment, après qu'Abby et Tommy se soient un peu foutus sur la gueule, et que Tommy soit tombé dans le vide, personne ne va vérifier qu'il soit vraiment mort. Comme ça, on a tout pour qu'il réapparaisse soudainement plus tard. Comme c'est bizarre. Et sans aucune surprise, une fois que le groupe arrive sur l'île des fanatiques, eh bien, Abby découvre que Lev a tué sa mère en self-défense, parce que bien évidemment, elle n'allait pas vouloir s'échapper de l'île avec lui, puisque la mère de Lev est une sectataire dingo, sans blague. Et si mère chef, pour la subtilité dans l'écriture du personnage, vous passerez mes compliments au chef Druckmann, voilà, les méchants sectataires, trucs de woke, je sais pas quoi, bref, je préfère pas, voilà, je ne préfère pas m'étendre sur la question. Bon, ensuite, il tombe sur Isaac qui veut tuer Lev, puis Yara se sacrifie pour que Abby et Lev s'enfuient. Et voilà, on n'entend plus parler des Wolves après ça, comme ils étaient tous morts sur l'île des Séraphites sans que ce soit jamais vraiment éclairci par l'intrigue. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Comme dirait l'autre, d'autant plus que, encore une fois, je l'ai déjà dit, Yara se fait buter, alors que j'ai envie de dire que 90% de la durée de ce DLC Abby, c'était justement pour aller sauver Yara, qui effectivement s'était fait défoncer le bras. Donc voilà, finalement se fait tuer en même pas une seconde. Ça rend quasiment toute la durée du DLC Abby, de la partie Abby, complètement inutile. Merci encore une fois, merci Druckmann, Simmer chef. Bon. Merci beaucoup. Alors, c'est à ce stade qu'on rattrape l'intrigue originale du jeu, puisque Abby rentre à l'aquarium, découvre que ses potes Mel et Owen ont été tués par Ellie, qui a lâché sa carte par choc émotionnel, ou plutôt par connerie congénitale, mais bon, à la limite, ça, on en a déjà parlé, et c'est donc ainsi que Abby réussit à les traquer, dans leur petite cachette. Abby s'apprête alors à tirer sur Ellie, mais Tommy s'interpose et se prend une balle dans le crâne à travers son œil. Mais survit quand même, ok, what? Là, c'est plus Tommy, c'est carrément Max Payne. Comment est-ce qu'il a pu survivre à ça? On m'explique? Déjà que c'est chaud de se prendre une balle dans la tête et de se relever juste après. Mais en plus, on parle d'un monde sans hôpitaux ni chirurgiens, c'est vraiment improbable. Je veux dire, et même si effectivement, ce pauvre Tommy perd un œil et se met à boiter, je veux dire, rien que ça, c'est trop, il aurait dû crever. C'est ce qui est triste, j'aurais aimé qu'il survive, moi j'aime bien Tommy. Mais bon, là, ça n'a aucun sens. Et s'ensuit un combat brutal entre Abby et Ellie, dans lequel Ellie se fait ouvrir, tout simplement. Je veux dire, c'est vrai que la chorégraphie de ce combat est absolument magnifique. Bon. Puis Dina s'interpose, mais elle se fait hagard aussi et va se faire découper, tandis qu'Ellie supplie Abby de ne pas tuer Dina parce qu'elle est enceinte, mais Abby s'en balèque, ce que je comprends, pour une fois, j'ai envie de dire, puisque Ellie vient de tuer Mel qui est enceinte. Le problème c'est que Lev demande à Abby de l'épargner, et elle le fait. Et encore une fois, what? Après tout ça, après qu'Ellie et ses potes aient décimé la Wolf, en sachant à quel point ils sont dangereux, Abby épargne encore une fois Ellie, pour le bien que ça lui a déjà fait. Je veux dire, 20 heures de jeu et on arrive au même point.
Cimer Druckmann, putain. Et c'est bien beau de vouloir une rédemption, mais là, elle est fourrée au chausse-pied, et ce serait pas mal de la commencer après avoir éliminé ta pire ennemie. Et puis, il y a un moment, faudrait quand même m'expliquer pourquoi le pauvre Jesse, qui n'a jamais fait de mal à personne, n'a pas, lui, eu droit à de la pitié. Il n'a pas eu droit à rien du tout. Contrairement à Ellie, qui a assaini le 3/4 de Seattle en 2 jours. Je veux dire, si tu veux tuer quelqu'un, tue Ellie, pas Jesse. Merde à la fin. En plus, Abby se barre en trottinant au calme, alors que Ellie lui a planté son couteau d'Australien dans la cuisse. Je veux dire, bon, écoutez, je vais me calmer. On n'est plus à ça près. Hein, on n'est plus à ça près. Alors, on commence à se rapprocher dangereusement de la fin. Et donc, quelques mois passent, Dina et Ellie vivent tranquillement dans une ferme avec le bébé, et même si Ellie souffre encore une fois de choc post-traumatique suite à la mort de Joel, bon, ça va, bon an, mal an. Un jour, Tommy se pointe chez eux et dit à Ellie qu'il a trouvé une piste sur la localisation d'Abby, ce qui va à l'encontre totale, soit dit en passant, du personnage de Tommy, qui est typiquement le mec qui, justement, est censé avoir la tête sur les épaules, qui est sage, et qui n'est pas du tout du genre à aller envoyer la fille adoptive de son frère défunt au charbon, pendant que lui se la coule douce à Jackson. Je veux dire, c'est quand même du n'importe quoi. Tommy ne s'est vraiment pas fait respecter, et en plus, il se prend un divorce. Je veux dire, bon, c'est bon, il y a un moment, laissez ce pauvre Tommy tranquille, il t'a fait quoi, Druckmann? Bref. Pendant ce temps, Abby et Lev cherchent des survivants des Fireflies, et le duo de choc va se faire kidnapper par un groupe de bandits, donc les Rattlers, menés évidemment par... comment il s'appelle déjà ce con? Mené par Gérald de Rive, version obèse, version gros lard. Et bien évidemment, pour Abby, comme pour Ellie, les Rattlers prendront encore la même décision, débile, de les capturer vivantes et de ne pas les tuer. En fait, ça sert à quoi de garder des prisonniers vivants à part perdre des ressources parce qu'il faut les nourrir et risquer de ramener des étrangers dangereux dans leur communauté? Je veux dire, c'est débile. Voilà, après vous me direz, les Rattlers, je crois que sont des vendeurs d'esclaves, donc à la limite, ça peut se comprendre. Mais ça fait quand même un peu chier. Enfin bref, Ellie débarque sur les lieux pour retrouver Abby, tombe sur les Rattlers et les fusille après qu'il lui est révélé où se trouve Abby. Et donc Ellie, normal, hein, j'ai envie de dire, se met alors à atomiser tous les Rattlers qu'elle croise, trouve Abby, la libère, pour qu'ils s'entre-tabassent une fois encore, une fois n'est pas coutume, sauf que là, une fois est très coutume, parce que là, ça fait quasiment 3 fois. Et alors qu'Ellie prend enfin l'avantage, eh bien, un flashback de Joel lui revient, et elle s'arrête. Ok. Là, on touche vraiment le truc le plus con de ce deuxième opus, hein, excusez-moi du peu, et je vais vous l'expliquer. Ellie abandonne soudainement sa vengeance, alors qu'Abby est enfin à sa merci, parce que, en gros, la vengeance, c'est mal, vous voyez. Selon sa logique, si elle peut pardonner à Joel tous les Fireflies innocents qu'il a tués pour sa survie, bah, elle peut pardonner au meurtrier de son père. L'idée derrière, c'est d'arrêter le cycle de la violence, le cycle de la vengeance, voilà. Bon, ça n'a aucun putain de sens, hein, je vous spoil. Je le répète, pourquoi Ellie est tellement affectée par la torture qu'elle inflige à Nora, juste pour revenir à notre amie Nora, alors qu'elle a tué au Schlass plusieurs dizaines de soldats PNJ in-game. Et pourquoi Abby épargnerait Ellie, alors que son kill count doit avoisiner la centaine? Ellie a buté je ne sais combien de gens qui lui ont même pas adressé la parole. Mais soudainement, là, elle a des scrupules à tuer celle qui a buté son père. En plus, Abby ne l'a pas juste tué, le pauvre Joel, elle l'a torturé. Et Ellie n'a pas simplement voyagé pour assouvir sa vengeance, elle a littéralement envoyé chier Dina et son bébé, donc abandonné sa propre famille pour venger Joel. Abby lui arrache 2 doigts en prime. Je veux dire, c'est un combat à mort de ouf. Par rapport à tout ce que Ellie a traversé pour en arriver à buter Abby, tout ce qu'elle a sacrifié, je veux dire, c'est pas possible d'avoir une révélation comme ça au dernier moment et de l'épargner, juste non en fait. Et ça va aussi pour Abby, qui décide également de faire table rase du passé et d'abandonner sa vengeance. Et comme Ellie, elle a sacrifié tellement de choses pour venger son père, que c'est juste débile qu'elle aussi abandonne totalement cette idée. Du coup, elle a des scrupules, quoi, out of nowhere. Surtout qu'elle doit penser, au fond, qu'Ellie est au moins en partie responsable de la mort de son père, puisque sans elle, Joel, n'aurait jamais eu à le buter. Le docteur Anderson, il me semble. Du coup, elle passe de vouloir lui écraser le crâne à tout d'un coup se transformer en Bouddha du pardon et à estimer que la vie est plus importante que la vengeance. Il fallait peut-être y penser avant. Bon, après, c'est pas le seul élément qui ne fait pas sens dans le personnage d'Abby, mais bon. Sans parler du fait que ça ne leur ressemble même pas. Je veux dire, on se sent presque trahi par cette Ellie qui n'est pas celle qu'on a jouée pendant toutes ces heures. Si c'était juste pour finir par pardonner Abby, le fait d'avoir abandonné Dina et son fils, pour ça, c'est juste... c'est ridicule, quoi. Moi, très honnêtement, je pense qu'elle aurait dû tuer Abby, et effectivement, après tout perdre. Voilà. C'est-à-dire que être incapable évidemment de rejouer la guitare de Joel, avoir perdu effectivement Dina et son fils. Bon, effectivement, là ça aurait été, je trouve, logique, c'est-à-dire qu'elle est allée au bout de sa vengeance et finalement, y a rien. Sauf que là, elle est même pas allée au bout de sa vengeance et elle perd quand même tout. À la fin, tu te dis, non mais c'est du foutage de gueule ou ça se passe comment là ?
Nous allons classer tous les personnages majeurs de l'univers de The Last of Us 1 et 2. En bref, on va se concentrer uniquement sur les compétences, la puissance et la capacité à survivre des personnages dans ce monde post-apocalyptique impitoyable, afin de la hiérarchiser du plus explosé au sol au plus surdosé. Donc du tier D pour les personnages les moins à même de survivre, jusqu'au tier S pour les persos qui, eux, exterminent absolument tout sur leur passage. Donc forcément, on va commencer notre classement avec le tier D. Donc le tier D, bon, voilà, on va dire que c'est les survivants pas terribles, les survivants qui ont du mal à survivre. Voilà, on va rester, on va rester poli. Voilà, le fond du baril, quoi. Le fond du baril, le fond du camion, les mecs qui servent pas à grand chose. Et on va débuter notre tier D avec Sam, le jeune frère d'Henry que l'on croise au cours du chapitre Pittsburgh, dans le premier jeu. Le problème de Sam, c'est qu'il s'agit quand même d'un jeune garçon, d'un petit galopin, dirais-je même plus. Ce qui signifie qu'il n'a pas la même force physique ou même l'expérience au combat que les adultes ou même les personnages un peu plus matures. Help me! Help me! Il n'a pas non plus bénéficié de formation militaire comme certains autres persos, et n'a pas eu l'occasion de développer les compétences et les réflexes nécessaires pour se battre efficacement dans un monde post-apocalyptique. Sam est souvent présenté comme un personnage qui a besoin d'être protégé et pris en charge, notamment par son grand frère. C'est pas vraiment un combattant actif. Son rôle principal est d'être l'encre émotionnelle du personnage de Henry, et surtout de symboliser la menace qui pèse sur Ellie et Joel, si jamais ils devaient échouer dans leur quête. Ensuite, on passe à Riley, qui est la meilleure amie d'Ellie, enfin plutôt qui était la meilleure amie d'Ellie, et qui apparaît principalement dans le DLC Left Behind. Et je vais devoir plus ou moins répéter ce que j'ai dit à propos de Sam. Riley est une adolescente, ce qui signifie qu'elle manque de force physique vis-à-vis des adultes, elle a une relative inexpérience qui limite sa capacité à se défendre efficacement contre n'importe qui en fait, ce qui me laisse pas le choix, hélas, que de la balancer en des tiers. Mais à la limite, Sam et Riley ont l'excuse d'être des enfants, qui est quand même pas mal, et c'est un luxe dont est totalement dépourvu le troisième membre de ce tier D, j'ai nommé Mel. Yep, that's me. Donc Mel, effectivement que l'on voit dans The Last of Us Part 2, nous est vendu, en tout cas on essaie de nous la vendre, comme un membre compétent de l'équipe d'Abby, et surtout, elle est médecin, ce qui est un véritable game changer dans un monde post-apo tel que celui de The Last of Us. Sauf que bon, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte concernant cette chère Mel, et je pense que vous me voyez venir. Mel est enceinte. Mais oui, c'est clair. Pendant une grande partie de l'histoire, et pour une raison totalement incompréhensible, elle est envoyée en première ligne d'une guerre sans merci contre les Séraphites. Bon. Pourquoi ? Contre les Scars, pour les intimes. J'en ai déjà parlé lors de ma vidéo précédente sur les incohérences de The Last of Us 2, donc je ne m'étalerai pas plus longuement sur tout ça, mais c'est quand même du grand n'importe quoi à un niveau absolument artistique. Et le truc, c'est que sa grossesse a un impact fatal sur ses capacités physiques, l'empêchant de s'engager pleinement dans les confrontations. En raison de sa condition, elle est généralement plus vulnérable et moins apte à prendre des risques lors des affrontements, ce qui est normal, bien sûr, elle est enceinte. Mais forcément, des tiers, quoi. Elle est LE personnage le plus vulnérable de la saga, ni plus ni moins. Et même ses compétences de médecin sont ultra cheapos, car la seule personne qu'elle arrive à sauver, c'est-à-dire Yara, se fait finalement flinguer par ce gros thug d'Isaac juste après. Tu parles d'un sauvetage inutile. Et on va clore notre tier D avec Owen. Owen qui est donc également un membre de l'équipe d'Abby. Et il me semble le mari, en tout cas le compagnon de Mel. Alors, on se dit au début que Owen va être compétent, mais il se concentre davantage sur les tâches logistiques que sur les affrontements directs. De plus, il est loin d'être assez dur, mentalement parlant en tout cas, pour prendre des décisions difficiles. On le verra par exemple être incapable de tuer un Scar à un moment du jeu, et sa décision d'épargner Ellie au tout début de l'intrigue l'emportera lui, sa femme, son gosse à venir et quasiment tous ses potes Wolf dans la tombe. Et justement, son manque de jugement abyssal le précipite directement en détière. Je veux dire, Owen donne des leçons de morale à qui veut l'entendre, mais il ne peut pas s'empêcher de fourrer son zboubinou dans tout ce qui bouge. Il va aller fricoter avec son ex Abby, alors que sa propre femme est enceinte, de lui évidemment, ce qui fout la merde dans l'équipe puisque Mel et Abby se crêperont ensuite le chignon par jalousie. Bref, Owen est une véritable malédiction pour tous ceux qui l'entourent. Voilà, Owen c'est poubelle, et si je le mets en tier D, c'est vraiment parce que je suis gentil, sinon pour moi là c'est tier E, si ce n'est tier F d'ailleurs. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Bref, eh bien écoutez, on va monter d'un cran et on va quand même passer aux gens qui sont un peu au-dessus de la barre de l'incompétence. Donc voilà, les mecs qui se débrouillent. C'est quand même pas des schlags, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc on va commencer avec Dina. Alors Dina, écoutez, Dina, Mel, même problème. Parce qu'effectivement, elle possède tout de même des compétences de combat de base, mais rien de bien fifou. Son rôle principal se rapproche davantage du soutien tactique, tout comme son ex Jessie, dont on parlera un peu plus tard. De plus, sa grossesse, parce qu'effectivement, si je la compare à Mel, c'est pas pour rien, limite ses capacités physiques, forcément, ce qui la rend encore moins efficace. Oh non, 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 I'm sorry. Shut up! Et ce qui la sauve du détiers, c'est qu'elle sauve Ellie à de nombreuses reprises, et qu'elle peut aussi donner des coups de nez à ses adversaires,
c'est toujours ça de prix. Et donc, on arrive à Marlène. Donc, elle est la leader des Lucioles et a de sérieuses compétences en leadership. Sauf que, le truc avec Marlène, c'est que la moitié du temps où on la voit, elle est en train de pisser le sang sur le trottoir de Boston. Et l'autre moitié du temps, on la voit se faire déchirer, elle et son armée de Lucioles, par un seul mec déter armé d'un surin et d'une brique. J'ai nommé Joël. Yep, that's me. Marlène joue principalement un rôle de soutien et de leadership dans l'histoire, elle est responsable de la protection de la communauté des Lucioles et de la prise des décisions cruciales pour la survie de son groupe. Son influence se situe davantage dans les aspects organisationnels et décisionnels plutôt que dans les confrontations directes, et c'est justement le problème avec elle. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Et même son éloquence et son charisme peuvent être discutés, vu qu'elle a été proprement incapable de convaincre Joël de ne pas lui vider son chargeur dans sa touffe. Marlène s'est tiercée. Ensuite, eh bien on a Manny, notre Jorge Masvidal de AliExpress, qui semble être de prime abord un combattant expérimenté, doté de bonnes compétences au tir et d'une grande confiance en lui, sauf que ses compétences de combat sont standards sans être exceptionnelles. Il est un peu surcoté le Manny. Il reste souvent en deuxième ligne et son caractère impulsif peut le rendre vulnérable. D'ailleurs, c'est exactement ce qui l'amènera à se faire no-scope par Tommy vers la fin du jeu. Manny n'a pas de compétences ou même de caractéristiques spéciales distinctives qui le démarquent des autres. Nada, no hay, no existe. À part peut-être le fait de manger des burritos et d'être un Mexicain. Je veux dire, entre parenthèses, hein, voilà, petite tangente, c'est quand même honteux qu'un jeu qui se dit woke, comme The Last of Us 2, ose nous montrer une caricature de latino comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf, quoi. Le mec qui passe pas 2 minutes sans dire hijo de puta ou puta madre ou je sais pas quoi, il mange des burritos, là, à un moment, faut dire stop. Faut dire stop, quand même. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Je suis vraiment désolé, moi je suis un latino, je joue à Manny, je vomis par terre. Qu'est-ce que c'est que cette représentation, quoi? Je veux dire, c'est bizarre. Franchement, une caricature, tout ce qui lui manque Manny, c'est juste un poncho et puis on y est, quoi. Un poncho, un chapeau de Mexicain et puis c'est parti, quoi. Enfin bref, honteux sur 20, mais bon, laisse tomber. Et donc maintenant, on va passer avec Jessie, notre simp national. Donc, non content de se faire cut par Ellie, Jessie se paie également le luxe d'être très peu remarquable au combat, bien qu'il possède des compétences de base et puisse se défendre contre les menaces courantes, eh bien, il ne montre rien d'incroyable. Il joue généralement un rôle de soutien, Jessie n'a pas de caractéristiques spécifiques ou d'avantages distinctifs, ce qui le place dans la catégorie des combattants moyens, d'autant plus qu'il se fait buter sans le moindre état d'âme par Abby. Tu dégages! Comme s'il ne s'agissait que d'un simple PNJ que tu écrases avec ton camion dans GTA San Andreas. Je veux dire, c'est juste magique à ce niveau-là. Magic. Donc, on passe au tir suivant, un cran au-dessus, et là, voilà, on va commencer à discuter de gens un peu sérieux. De gens puissants et efficaces. Voilà, des bons survivants, des bons gars. Et on va commencer avec Tess. Tess qui a d'ailleurs un nom de famille assez intéressant, donc Tess Servopoulos. C'est assez... Non, mais pourquoi pas, après tout, à la limite, oui. Pourquoi pas. Voilà. Alors Tess est une survivante résiliente et débrouillarde, elle possède des compétences de combat solides, de l'expérience, de l'expertise dans le monde post-apocalyptique qu'est The Last of Us. Elle joue un rôle de leader, ce qui est assez curieux parce qu'on la voit justement mener Joël. Et elle doit être plutôt efficace car on le verra par la suite dans le jeu, Joël justement n'aime pas trop se faire commander. Et pourtant avec Tess, ça passe. Donc ça veut dire que qu'elle doit être voilà, une bonne leaduse, j'imagine. C'est logique. Forcément, une bonne meneuse, bon, voilà. En plus de ça, elle est sans pitié. Elle prend des décisions tactiques qui tiennent la route et fait preuve de détermination lors des affrontements. Et c'est du tout bon, évidemment. On notera d'ailleurs qu'elle arrivera à tuer 4 soldats de Boston avant de se faire tuer à son tour. Pas mal. Mais je dirais que si la grande force de Tess se trouve dans sa capacité à gérer les situations impliquant d'autres survivants humains, grâce à son réseau de criminels, son trafic de marchandises, son business de contrebande, le fait qu'elle puisse carrément aller jusqu'à la torture pour obtenir des infos comme avec Robert... Help me! Help me! Eh bien, la grande faiblesse par contre, le talon d'Achille de Tess, réside tout simplement dans les infectés, en fait. Contrairement à certains autres personnages qui peuvent avoir des stratégies spécifiques pour lutter contre les infectés, justement. Tess est moins efficace lorsqu'elle est confrontée à ces pseudo-zombies, ça saute aux yeux, sa faiblesse face aux infectés est certainement due à son manque de compétences spécifiques ou d'armes adaptées pour faire face à la nature imprévisible et agressive de ces saloperies. D'ailleurs, ça causera finalement sa perte. Donc c'est bêtière pour la jolie Tess. Ensuite, on va passer à Henry, donc Henry, donc forcément après Sam, voilà son grand frère Henry. Personnage très sympathique, que ce Henry qui est un survivant agile et rapide. Mais hélas, ça ne suffit pas forcément à en faire un combattant d'exception. Non. Déjà sa préférence pour l'évitement plutôt que l'affrontement direct, comme son plan de fuir de Pittsburgh à la nuit tombée, peut être interprété comme une stratégie de survie prudente, certes, mais cela peut aussi donner l'impression qu'il n'est pas aussi fort que ça. Cependant, il peut être efficace lorsqu'il collabore avec son frère Sam et fournit un soutien tactique aux autres personnages, en plus d'être quelqu'un qui peut faire preuve de pragmatisme, comme la fois où il abandonnera Joel et Ellie à leur sort pour protéger son petit frère. Donc voilà, Henry est quand même un combattant courageux et prêt à risquer sa vie pour protéger ceux qu'il aime. Donc voilà, tier B
pour Henry. Et donc, au top de ce même tier B, on a quand même Lev. Donc, le jeune Séraphite est un véritable tireur d'élite avec son arc. Il ne manque jamais sa cible au cours du jeu, il me semble. Hein. Le mec peut éborgner un oiseau en plein vol. Incroyable, bon ref. Incroyable. Comprenne la référence qui pourra. Voilà, dans les commentaires. Si vous savez de quel film vient cette petite réplique. Bref, peu importe. Lev est également calme, composé et super furtif, a des connaissances impressionnantes du terrain de Seattle, comme la fois où il fait découvrir à Abby un raccourci super rapide sur les toits pour aller à l'hôpital des Wolves en temps record. I don't think you have any idea how fast I really am. Mais le problème de Lev, c'est qu'il est trop fragile au corps à corps. En témoigne la scène où il se fait carrément envoyer sur Pluton en une seule golden par la version Pôle emploi de Gérard de Rive. Good night. Il compte également souvent sur la protection et le soutien d'autres personnages plus expérimentés comme Abby ou sa sœur Yara pour survivre aux situations dangereuses. Sa capacité à se débrouiller seul au combat est donc limitée et ça le cantonne hélas au tier B. Et donc là on va tout de suite passer au tier A. Et là par contre effectivement, là on parle non seulement de gens sérieux mais de gens très très dangereux là par contre. Voilà. Ces gens, tu les croises dans la rue, tu changes de trottoir directement. On va commencer avec Bill de The Last of Us Part 1. Bon alors, certains d'entre vous vont peut-être trouver bizarre que je place le petit Billy aussi haut dans la liste. Et bien que, il faut l'avouer, Bill ne soit pas le mec le plus efficace en termes de combat direct, il compense largement cela par deux éléments absolument cruciaux pour un survivant dans un monde post-apo. De 1, Bill a une expertise particulière dans la construction de pièges et la mise en place de fortifications pour se protéger contre tout type de menaces. On parle donc là de sa capacité à fabriquer des armes improvisées et à piéger son environnement de plein de manières différentes. Sa connaissance des pièges et des tactiques de survie font de lui un adversaire indubitablement redoutable, et même plus. Et ça nous permet d'embrayer directement sur le second point. Bill est très familier avec son territoire, la ville de Lincoln. Il connaît les recoins, les cachettes et même les pièges potentiels de la zone où il vit, ce qui lui confère un avantage stratégique certain, puisqu'il ne bouge, pour ainsi dire, jamais de son terrain, ce qui veut dire que Bill est toujours à domicile, ce qui le rend quasi impossible à déloger, ou même à prendre par surprise. En gros, Bill pris comme ça, c'est un C tiers, mais par contre, Bill à Lincoln, sa ville, dans son terre-terre, c'est carrément A tiers d'office. Je dirais que ce qui le retient en bas du A tiers, ce pauvre Billy, c'est son manque de sociabilité, car dans un monde post-apo, la solitude est souvent synonyme de mort. La mort ou chichi. Et c'est donc une très bonne transition pour le deuxième et dernier membre de notre tiers A, j'ai nommé David. Alors, notre petit David Dounet, le grand méchant du chapitre hiver, qui est donc un personnage extrêmement redoutable au combat, grâce à sa manipulation, son intelligence tactique, son endurance, sa capacité de leadership, enfin tout ça, on va en parler. Trop c'est trop. Déjà, David est un stratège astucieux, essaie d'utiliser son environnement à son avantage, comme on le verra d'ailleurs lorsque lui et Ellie repousseront une petite armée d'infectés menée par un colosse. D'ailleurs on le voit également, David est capable de planifier ses attaques, de se cacher, de se déplacer furtivement pour surprendre ses ennemis. Sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires et à élaborer des stratégies lui donne un avantage significatif lors des affrontements. Ellie le constatera d'ailleurs à ses dépens lors de son combat de boss contre lui dans le steakhouse. Il est d'ailleurs tout aussi capable de manier aussi bien la machette que son revolver, le rendant dangereux à toutes les distances. Ajoutez à cela que David est également un leader charismatique, capable de mobiliser et de coordonner ses troupes avec calme. Il sait inspirer la loyauté et organiser des attaques coordonnées, ce qui renforce encore plus, s'il le fallait, son efficacité en tant que survivant. Et pour finir, notre cher ami est un psychopathe fini, sans la moindre pitié pour personne. Étant quand même un cannibale goulu. Alors ouais, ce n'est pas très Coubertin, sur ça à la limite on est tous d'accord, mais ça le rend encore plus apte à survivre. Bien qu'on se demande, il est vrai, si ça vaut la peine de rester en vie si c'est pour vivre comme ça. Enfin bon. Et donc on va quitter notre A tiers pour rejoindre le tiers S. Ai-je besoin de les décrire? Je vais le faire, mais j'en aurais pas vraiment besoin. Là, on parle effectivement des poids lourds de l'univers de The Last of Us. Voilà, ce sont des gens extrêmement dangereux, extrêmement efficaces. Bon, voilà quoi. Je peux pas dire plus. Voilà, je peux pas dire plus, comme dirait un certain Charles Goumi. Mais je peux pas vous dire plus. Donc, on va commencer avec Tommy Miller pour étraîner ce tier S, qui est donc effectivement le frère de Joel, et de ce fait, il est forcément ultra balèze. Pour commencer, Tommy a une expérience militaire préalable, ayant été membre des forces armées avant l'effondrement de la société, sans parler du fait qu'il ait été, pendant longtemps, un membre des Lucioles. Cette formation militaire lui confère des connaissances tactiques et une discipline qui se traduisent par une grande efficacité au combat, qu'on peut notamment voir lorsque l'on incarne Ellie dans The Last of Us 2, et qu'on voit des dizaines de cadavres sur notre chemin, effectivement, que Tommy a laissé sur son sillage, à travers toute la ville de Seattle. Le mec, c'est juste une machine à tuer. De plus, Tommy est un véritable tireur d'élite, le meilleur de la saga, étant capable de calculer les trajectoires des tirs et de prendre en compte des éléments externes tels que la distance et même le vent. Ses compétences de tireur d'élite sont particulièrement évidentes lors de la phase où l'on incarne Abby, et que Tommy est carrément un boss, comme le Rat King ou même un colosse. C'est dire le gabarit du mec.
Il trouvera d'ailleurs le crâne de Manny à la fin de cette phase, pour le plus grand plaisir du monde entier. Ajoutez à cela qu'il est un leader naturel et un stratège compétent, enfin voilà quoi. Tommy est capable de prendre des décisions rapides et réfléchies sur le champ de bataille, comme on peut le voir lorsque la centrale de Jackson est attaquée dans The Last of Us 1. Pour finir, Ellie constatera que son oncle adoptif est un tortionnaire aussi. Il est salopard, hein. Chevronné que Joel, je fais évidemment référence à la scène de l'hôtel dans The Last of Us 2. En gros, Tommy est une version de Joel moins balèze, en corps à corps et en pure survie / hargne, mais supérieure en termes de leadership et de combat à longue distance, donc forcément c'est S tier. Pour notre ami Tommy, le mec massacre à lui tout seul la moitié d'une ville principalement composée de militaires assoiffés de sang, enfin c'est pas rien quoi. Bon, voilà, encore une fois, S tier largement mérité pour Tommy Miller. Et donc là maintenant on passe au second membre de ce tier S. Bon, ai-je besoin de la nommer ? Parce qu'effectivement il s'agit d'une femme, ai-je besoin de la décrire, évidemment vous l'attendiez tous. Ellie Williams, le cœur de cette saga, indubitablement. Elle est sans nul doute le personnage qui prend le plus de level up au cours des deux jeux de Last of Us. Bon, pas besoin de vous la faire en allemand, Ellie est une combattante exceptionnelle, et ce grâce à la maîtrise du combat rapproché au couteau et des armes à feu en tout genre. Sa capacité à utiliser l'environnement de manière stratégique, sa furtivité, sa détermination sans faille. Elle excelle dans les affrontements rapprochés, possède une précision redoutable avec les armes à feu, se déplace ultra discrètement, utilise l'environnement à son avantage, peut disposer de toutes sortes de pièges sur commande et ne recule jamais devant rien pour atteindre ses objectifs. Le nombre de ses feats est tout simplement mirobolant, elle a exterminé la moitié des Wolves à elle seule, a vaincu David en combat singulier avec un simple canif alors que le Boog avait sorti le combo revolver machette, et en plus elle avait je crois 14 ans, enfin que dire quoi. Elle a éradiqué les Rattlers en 2 heures bien tassées, Gérald de Rive au chômage, et il est resté au chômage. Ça c'est une évidence. La meuf, elle ne tue pas, elle dératisse, c'est juste un Terminator, Ellie. Mais surtout, elle est la survivante la plus polyvalente de tout le jeu, et pour cause. Ellie a pris le meilleur de tous les survivants qu'elle a croisés dans sa vie, en fait. Ellie a pu acquérir des connaissances sur la construction de pièges, la création de barricades et tout le team grâce à l'expertise de Bill qu'elle a croisé donc à Lincoln. Ses compétences de tir ont été influencées par les conseils et les enseignements de Tommy, qui est lui-même le meilleur tireur du jeu, je le répète, et surtout, vous vous en doutez, Ellie a aussi et surtout appris de Joel l'art de la survie dans le monde post-apocalyptique qu'est The Last of Us, notamment en termes de combat au corps à corps et de prise de décision stratégique. Et bon, puisqu'on en parle, je vais cesser de vous faire mariner, passons au dernier membre du tier S, vous l'attendiez tous, le voilà, Joel Miller. Ne passons pas par 4 chemins, voilà, ne parlons pas chinois, Joel est l'être le plus terrifiant de l'univers de The Last of Us. Le mec fera même fuir les hommes de David par sa simple présence dans le chapitre hiver, alors que, je le rappelle, il avait le bide à moitié ouvert, c'est juste du n'importe quoi. Ce mec est juste la mort incarnée, en raison notamment de sa longue expérience de survie, de sa force physique exceptionnelle, de sa maîtrise pointue des armes à feu, de sa furtivité étonnante pour un type de son gabarit, sans oublier sa résilience comparable avec celle des infectés eux-mêmes. Vous l'aurez remarqué, tous les personnages à partir du tier A sont dotés d'une compétence spécifique, d'une sorte de capacité signature, que ce soit le craft de Bill, la polyvalence d'Ellie, qui peut reproduire tout ce qu'elle voit, la capacité de manipulation de David, la précision au fusil de sniper de Tommy, bref. Joel, lui, par contre, ne possède aucune compétence particulière ou de capacité spéciale, distincte qui lui est propre. Il n'a pas de pouvoir surnaturel ou même de capacité extraordinaire. Ce qui fait de Joel le survivant des survivants, c'est son pragmatisme avant tout. On pourrait même dire que c'est sa capacité spéciale, tiens. Que ce soit une simple planche de bois ou même un fusil de précision, n'importe quoi. Il en fait des instruments de mort systématiquement. Sa visée est précise, ses tirs sont calculés touchant infailliblement leur cible avec une efficacité mortelle. Rien n'échappe à la volonté de faire, la volonté de tuer pour survivre de Joel Miller. Il est l'incarnation de la survie dans tout son état le plus brutal et le plus impitoyable. Face à Joel Miller, l'espoir s'évanouit et la terreur s'installe, car c'est un homme dont les aptitudes sinistres font de lui une légende dans ce monde ravagé. Mais ce qui rend Joel véritablement terrifiant, c'est le fait qu'il soit prêt à tous les sacrifices pour protéger ceux qui lui sont chers. Rien ne peut le faire fléchir, ni des horreurs qu'il a vues, ni des horreurs qu'il a fait subir à ceux qui ont eu la folie de se mettre en travers de son chemin. Bon, là on se dit qu'on ne peut plus aller plus loin, je veux dire là c'est bon, on est au bout de la mouscaille, on est au bout de la chaîne alimentaire, c'est bon, Joel est au-dessus et on n'en parle plus, on arrête la vidéo, on remballe le camion et c'est terminé. Mais oui, c'est clair. Eh bien non, il nous reste encore un personnage. Celui que l'on pourrait qualifier comme étant le super prédateur de l'univers de The Last of Us. Enfin, je dis prédateur, évidemment, je devrais dire prédatrice, hein. Vous me voyez venir, j'ai nommé évidemment Abby Anderson, Abigail Anderson, Abby, voilà, appelez-la Son Goku, ça ira plus vite, enfin voilà. Bon. On en arrive ainsi à la daronne de la saga, je veux dire,
Je sais pas quoi dire. Je pourrais faire comme avec les autres personnages et vous faire un résumé de ses compétences, vous dire qu'elle a une formation militaire, qu'elle possède un maniement proprement fabuleux de tout type d'armes existant, de l'arbalète au fusil de chasse en passant par la pioche des nains de Blanche-Neige. Mais ce serait une perte de temps. Je vais vous épargner tout ça, voilà. On vaut mieux que ça, je pense. Et on va aller à l'essentiel directement. Vous vous rappelez des colosses? Les Blooders, je crois qu'en version originale, les infectés les plus terrifiants de The Last of Us en raison de leur sens aiguisé, de leur attaque au corps à corps qui one-shot, de leur vulnérabilité limitée aux attaques à distance, leur capacité à se cacher dans l'environnement, du risque d'infection qu'ils représentent, bon, j'en passais des meilleurs. Leur élimination nécessite une approche stratégique de la prudence et surtout plusieurs personnes. Au moins de 3, 4, 5, même 10. Sauf pour Abby, qui elle, bon, évidemment, toute seule, hein, bon, voilà, et se contente de les tuer en les punchant, voilà. Ok, d'accord, pas de souci. Ce qui est bien avec Abby, c'est qu'il n'y a pas de discussion, en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive et elle tue le game d'entrée de jeu. La meuf, c'est un Golgoth, j'ai juré, enfin, je sais pas quoi dire. Elle bute les monstres parmi les plus chauds du jeu en leur mettant des patates de bolcheviques. What? Voilà, c'est fou, mais c'est comme c'est Abby, c'est comme ça, donc voilà, déjà là, c'est fini. Tu peux commencer à remballer l'orchestre, tu peux remonter dans le camion, il n'y a plus rien à voir, je veux dire. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Mais on peut continuer encore longtemps. La liste des feats d'Abby est plus longue encore que le casier judiciaire d'El Chapo. La meuf, elle casse des murs, elle soulève des voitures. Écoutez, parlons directement de la phase la plus lunaire de la saga, quand Abby débarque avec un pistolet en plastique au théâtre face à Jessie, Dina, Ellie et Tommy. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle bute le premier, fracasse le front de la deuxième, pulvérise la troisième, headshot le dernier et s'en sort au calme. Elle s'en sort au KLM, les amis, avec quelques entailles sur les avant-bras, et c'est tout. Je veux dire, celle qui a fait le plus de dégâts, c'est Dina, c'est même pas Ellie. Mais putain, en fait, c'est un T-34, le machin, c'est pas possible. Je ne sais que dire. Il est quand même assez terrifiant de constater le nombre de personnages de cette tier list qui se sont fait littéralement bolosser, mais c'est-à-dire bolosser en termes de déboîtage. Il faut inventer d'autres mots. C'est-à-dire que voilà, c'est un déboîtage, un démontage. Ils se sont fait exploser par Abby. Je veux dire, Dina se fait pulvériser le crâne façon American History X, Jessie se fait headshot monster kill, Ellie se fait casser en 5 alors qu'elle était armée jusqu'aux orteils, tandis qu'Abby, elle, avait juste une bouteille d'Orangina et c'était tout. Elle était désarmée. Elle l'a déboîté, je ne comprends pas. Tommy s'est fait balancer par-dessus bord d'un bateau comme un vulgaire migrant, puis headshoté coup sur coup. Joel, quant à lui, s'est fait golfax. Non mais stop, à un moment donné, il faut dire stop, il faut arrêter cet individu dans les plus brefs délais. Je vous demande de vous arrêter. À ce train-là, mais en fait, tout le monde va se faire exterminer dans The Last of Us 3, c'est pas possible autrement. Les 3 membres du S-Tier, c'est-à-dire Tommy, Ellie et Joel, se sont fait littéralement humilier. Nous sommes humiliés par ce colosse. La meuf, attends, mais c'est pas une meuf, c'est un Avenger à ce niveau-là. Écoutez, je ne sais pas comment le dire autrement. Je dirais que son seul talon d'Achille, c'est qu'elle a la fâcheuse tendance à laisser les gens qu'elle tabasse en vie. Ce qui se retournera contre elle à plusieurs reprises, mais de toute façon, mais toutes les matières, peu importe. Elle t'épargne, tu reviens, elle te redéboîte. Quel intérêt finalement? Quel intérêt? Je veux dire, bon, voilà quoi, je veux dire, même le Rat King, je veux dire, est-ce qu'on peut juste parler du boss Rat King 1 minute? Non mais juste 1 minute, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. De toutes les manières, avec Abby, il n'y a rien qui dure longtemps. Je veux dire, le truc, je veux dire, même dans Silent Hill, on n'en voudrait pas du Rat King. Je veux dire, Pyramid Head, il voit ce truc, il lui dit de lever le pied. Parce que c'est allé trop loin, mais en fait, c'est terrifiant ce truc. Le Rat King, il est effrayant ce délire. Et là, tu dis, ok, d'accord, non mais t'inquiète pas, le Rat King, je vais m'en occuper. Je vais sortir mon fusil, je vais sortir mes grenades. Nanani, je vais m'occuper de ce monstre. Mais en fait, quel fusil? Toi, tu me parles de fusil, mais en fait, Abby, elle te sort une hache et c'est tout. Tu me parles de quoi? Tu me parles d'arme à feu. Moi, je te dis, elle y est allée en mode Gimli. Et que veux-tu répondre à ça? Je ne comprends pas cet individu. Donc moi, je vais la mettre en SS tier. Et franchement, là, il faudrait utiliser un autre alphabet. Parce que ça dépasse tout ce qui est humainement compréhensible. Voilà, tout simplement. On en a fini avec Abby, et avec cette vidéo par la même occasion. Mais vous m'avez compris, je n'ai pas de mots. Je n'ai plus de mots, monsieur Ramirez. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, je vais m'arrêter ici. Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez. Y a plus de mots. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne. Et si vous voulez, effectivement, voilà, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi, effectivement, faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne, car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez, effectivement, vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.